Bon, bonjour à toutes et à tous. Eh bien, je vous propose donc de vous parler. Bon, je ne sais pas combien de temps exactement ça va mettre, mais on va se dire à peu près 1 heure. Peut-être, bon, on est quand même en petit comité. L'idée, c'est de vous présenter l'université parce que peut-être, paradoxalement, vous ne la connaissez pas forcément. Certains la connaissent très bien, mais pas. Et puis surtout, d'essayer de brosser quelques lignes de sa place dans notre ville, dans notre eurométropole, la place qu'elle a, ou la place qu'elle devrait avoir, ou la place que vous lui voyez. Enfin voilà. C'est un peu, donc il y aura un peu deux parties, une partie plus classique, j'allais dire, de présentation générale de l'université, mais je crois qu'elle n'est pas forcément inutile, et une partie un peu plus stratégique sur cette place. Aussi dans la forme, bon, je pense, Pierre, que ça durera à peu près 1 heure, mais je ne sais pas exactement. Donc on a largement le temps pour des questions, mais si pendant que je parle, il y a un truc qui n'est pas clair, le plus simple, c'est de m'interrompre. Je propose, vous me faites un grand signe, je m'arrête, je réponds à la question, et puis on pourra après avoir une discussion plus générale à la fin, mais l'idée, c'est quand même d'avoir un dialogue. Donc n'hésitez pas, vous m'interrompez si pendant le cours de l'exposé, il y a quelque chose qui n'était pas clair, ou que vous souhaitez simplement compléter, ou un désaccord, même éventuellement, on a le droit. Alors, en fait, le but de cette première partie, c'est ça. Connaissez-vous l'université, ou je vais vous aider à mieux la connaître. Et quand j'ai mis votre université, c'est quelque chose qui va courir. C'est un peu à la fois un vœu et aussi une réalité. Ce pronom possessif, je crois que c'est ça qu'on doit chercher collectivement. Nous, les universitaires, et vous, qui êtes au cœur de la politique de notre ville et de notre eurométropole. C'est ce sentiment d'appartenance, ce sentiment de dire, voilà, c'est l'université de Strasbourg, mais j'y reviendrai, mais tout de suite en parler, mais elle a bien le même nom que votre institution. C'est pas par hasard. Et on va y revenir. Alors, un petit peu d'histoire, juste pour replacer les choses, et pas pour faire un cours d'histoire. Vous savez, moi je suis pharmacien, l'histoire, je n'y connais pas grand-chose. Alors, quelques dates clés. D'abord, une université ancienne, mais ancienne par rapport à beaucoup d'universités plus récentes, bien sûr, mais pas si ancienne que ça. Si on regarde les grandes universités classiques sont du Moyen-Âge, hein, dans le XIIe siècle, XIIIe siècle, Bologne, la Sorbonne, Oxford, voilà. Donc on est une université de la Renaissance. Mais c'est pas... alors, on peut rattacher la fondation de l'université de Strasbourg soit à celle du gymnase, ce qui n'est pas un abus, soit à la bulle papale de 1621 qui change l'académie en université. C'était... mais donc, qu'importe, au XVIe siècle, vous voyez, et le XVIe siècle, c'est la Réforme. Donc c'est la période rhénane de Strasbourg. Il y a des universités plus anciennes, comme la plus ancienne du coin, c'est Bâle, qui doit être à, je ne sais plus, 575 ans, quelque chose comme ça. Mais bon, Fribourg est un peu plus ancien aussi. Mais c'était ce courant intellectuel rhénan qui allait pratiquement de Bâle à Amsterdam, avec Erasme, par exemple, de Rotterdam, etc. Tous ces gens qui... Et c'est pas inutile de se rappeler ça. La deuxième période très importante pour notre université, c'est l'université impériale Kaiser Wilhelms Universität. Juste pour la petite histoire, donc vous savez, annexion de l'Alsace en 1870, et l'empereur Guillaume, d'abord Ier et surtout Guillaume II, choisit pour marquer le prestige de l'Empire, pour le manifester donc sur la frontière française, bien sûr enfin, il construit la Neustadt, mais le cœur de la Neustadt, c'est l'université. Son palais, accessoirement aussi, peut-être, mais c'est quand même l'université. C'est-à-dire qu'il construit la seule université impériale en dehors de Berlin. Il y avait 2 universités impériales en Allemagne, Berlin et Strasbourg. Il construit des bâtiments de taille et de fonction absolument révolutionnaires, avec beaucoup d'argent français, mais aussi avec sa cassette personnelle. Il a mis de l'argent personnel dans l'histoire, des chaires en particulier, des chaires d'excellence, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et l'empereur également y importe les meilleurs jeunes savants de l'Allemagne, ce qui fait qu'on a eu une bonne quinzaine de prix Nobel, directement ou indirectement, issus de cette période. C'est intéressant géopolitiquement, j'allais dire, puisque donc une puissance occupante, manifeste ou occupante ou annexante, c'était pas une occupation, je rappelle, c'était une annexion, mais a choisi de manifester son prestige, sa présence par une université.
Il y avait aussi quelques statuts, enfin, c'est vraiment l'université qui est... et alors on peut revenir sur à la fois l'architecture, mais vous savez, c'est une université extrêmement moderne, extrêmement importante. L'université avant, elle n'était pas ridicule, on avait Pasteur comme prof, etc. Mais il y a eu un saut qualitatif absolument énorme, dont on bénéficie encore aujourd'hui, et dans ce saut qualitatif signale aussi l'importance de la recherche. L'université allemande de von Humboldt, et qui a donné l'université Humboldt à Berlin, était construite sur la recherche. Les grandes écoles françaises, l'élite, n'étaient pas construites sur la recherche. Il y avait une vraie différence de concept, et on en bénéficie encore aujourd'hui. Et si l'université de Strasbourg a une telle réputation en recherche aujourd'hui, c'est pas uniquement à cause de l'université impériale, mais l'université impériale a laissé des traces ou des ferments, des bases qui font qu'aujourd'hui on lui doit beaucoup. 1919, retour à la France, et comme beaucoup d'institutions à l'époque, la France n'a pas voulu rester en reste, donc l'université a continué à être fortement soutenue, et donc c'est aussi ce qui peut expliquer l'importance. Et puis, la loi dite Edgar Faure de 1970 crée 3 universités. Alors c'était paradoxal, hein, cette loi Faure a créé enfin des universités de plein exercice. Avant, il n'y avait pas de président d'université avant 1970. Il y avait le recteur. Je rappelle que le recteur, vous le savez très bien, puisque vous occupez aussi du scolaire, certains d'entre vous, supervise l'ensemble de l'éducation du scolaire jusqu'à l'université. Mais sur l'université, il n'a qu'une tutelle. Il est chancelier, c'est-à-dire qu'en fait, je suis totalement indépendant du point de vue politique, mais il exerce le contrôle de l'égalité, le contrôle financier. Mais autrefois, c'est-à-dire, c'est pas si vieux, en 1968, jusqu'en 1968, le recteur présidait le conseil d'université. Et il n'y avait pas de président d'université. Donc c'était un préfet, le recteur c'est un préfet, qui présidait le conseil d'université. Et les facultés étaient toutes puissantes, en fait. Donc il y a une vraie révolution, alors qu'en Allemagne, le président d'université, ça existe depuis longtemps. Donc il y avait cette arrivée de présidence d'université, mais aussi la scission paradoxale en 3 universités, ce qui est une aberration académique classique. Dans aucun pays du monde, il y a des universités de sciences humaines. Il n'y a qu'en France qu'on a créé cette aberration d'université de sciences humaines, par exemple. Donc, c'était assez aberrant. Et donc, 2009, vous le savez, je ne reviendrai pas en détail, mais on peut en discuter si vous le souhaitez. Les 3 universités ont choisi, avec un peu de travail, mais c'était quand même un vrai choix de se regrouper à nouveau. À nouveau, on est vraiment sur un retour vers l'histoire, et de créer une université unique. Donc, qui s'appelle ni Marc Bloch, ni Pasteur, ni Schumann, qui s'appelle Strasbourg. Et pas autre chose. Et je pense qu'on pourra y revenir. Voilà rapidement l'histoire, mais c'est quelques points importants. Donc aujourd'hui, une université unique, une petite carte d'identité très rapide, mais vous le savez, ça, je pense que je vais aller beaucoup plus vite sur ce point-là. On est très gros, 45 000 étudiants, on n'est pas la plus grosse, puisque d'autres universités fusionnées sont plus grosses maintenant, comme la Lorraine ou Marseille, ex-Marseille. Et puis d'ailleurs, j'allais dire, on s'en fiche d'être gros. C'est même un inconvénient pour moi et pour ceux qui dirigent l'université, parce que c'est très lourd, hein. Donc ce n'est pas une course à la taille. Un petit point quand même, donc 45 000 étudiants, c'est quand même beaucoup. Très forte activité doctorale, j'y reviendrai. On diplôme plus de 450 thèses par an. On a 2700 environ, hein, c'est à la louche, personnel d'enseignement, et environ 2000, un peu plus, personnel administratif, technique et de service. Donc c'est aussi une grosse entreprise, on va dire, en termes de nombre de salariés, auquel il faut d'ailleurs rajouter, et on pourra y revenir dans la dernière partie, des emplois directement reliés. Je pense par exemple aux 1600 employés des organismes de recherche, qui ne sont pas du tout administrativement à l'université, mais qui travaillent dans nos murs pour la plupart, et avec nous pour tous, donc, etc., etc. Mais j'y reviendrai sur le nombre. Je ne sais pas qui a écrit ce titre, c'est sympa, mais c'est bien. Alors oui, quand même, on a quelques éléments de pionniers, on va dire. Bon, première université à fusionner, c'est vrai. La seule gloriole qu'il faut en tirer, c'est qu'on a été capable de se prendre en main un peu plus tôt que les autres. Et quand on voit, alors c'est peut-être une caractéristique alsacienne, je ne sais pas, mais quand on voit, maintenant, il y a pas mal de fusions dues à la loi dite ESR ou loi Fioraso, qui a mis en place un certain nombre d'obligations dans ce domaine-là. Mais c'est plutôt un indice de prise en main, hein. Bon, au niveau des classements, et je pourrais vous faire des commentaires après sur les classements, on ne va pas aller trop loin, mais disons globalement, ces classements reflètent la qualité de la recherche. On est
la première université non parisienne en France, voilà. Et on est 3e ou 4e français, suivant les cas. La chimie, on a la première française, 14e mondiale. En maths, on est bon aussi. Bon, il y a d'autres classements, je ne vais pas dans les détails. Et peut-être, je citerai simplement le dernier, le Conseil européen de la recherche est une agence de financement européenne qui finance la recherche de manière très très compétitive. Et on a les meilleurs résultats de France sur ce... Et je pense que c'est peut-être le classement pour nous dont je suis le plus fier. Enfin, j'y suis pour rien, mais c'est-à-dire qu'on a un nombre de lauréats au Conseil européen de la recherche qui dépasse n'importe quel autre site. Et surtout si on le met en proportion du nombre de chercheurs qu'on a. Alors, l'international à l'Université de Strasbourg, vous le savez peut-être, on a 20% d'étudiants étrangers. C'est une proportion parmi les plus élevées de France. Et ce n'est pas une politique... alors, on l'encourage et on en est très fiers. On pourra en discuter. Je ne sais pas exactement pourquoi on a 20% d'étudiants étrangers. C'est un mélange... on a aussi, et ça, il faut qu'on augmente, on a un petit peu au-dessus maintenant, 12 à 14%, disons, d'enseignants étrangers, les chercheurs résidents. Ça dépend. Dans les chercheurs, dans certains cas, il y a une majorité d'étrangers. Les doctorants, c'est 50% d'étrangers. Un institut comme celui où travaille Jean-Marie Lehn et Thomas Ebbesen, ISIS, ils sont 40 nationalités. Le seul chef d'équipe français, c'est Jean-Marie Lehn. Donc, voilà, ça dépend. En général, plus il y a de recherche et plus il y a un rayonnement étranger. Ça existe en formation et en recherche, bien sûr. Juste un petit mot de ce que vous voyez ici, disons des répartitions. Très grossièrement, un tiers d'Européens. Donc c'est un gros tiers d'Européens, c'est important. Hein. C'est-à-dire que vraiment, Europe, on a une très forte activité de rayonnement en Europe. Un tiers d'Afrique, que ce soit Maghreb ou Afrique subsaharienne, et un tiers reste du monde, avec, vous voyez, une forte proportion d'Asie. Et là-dedans, c'est la Chine qui est nettement devant. On pourra rediscuter de ces aspects internationaux. Et puis il y a l'aspect européen, sur lequel je reviendrai pas mal, parce que c'est aussi un argumentaire que vous connaissez bien à l'Eurométropole, hein, par hasard, ça s'appelle maintenant Eurométropole. Ce qu'on appelle le triangle d'or d'enseignement et de la recherche, c'est ce triangle qui a 1 heure de transport de côté. Moi, je raisonne plutôt en heure de transport qu'en distance. On va prendre Strasbourg, Fribourg, Karlsruhe. Strasbourg, Karlsruhe, Fribourg. Hein. Et puis ça, c'est avec les Allemands. C'est 1 heure de transport entre chacun des points. Hein. Puis il y a Bâle, qui est un petit peu plus loin. Il y a aussi l'UHA, dont on pourra reparler. Donc vraiment un ancrage fort dans cette double culture, mais aussi avec, je le rappelle, des universités d'excellence. Hein. Fribourg, Karlsruhe, c'est vraiment le top niveau en Allemagne. Bâle, c'est très bonne université suisse, il y a peut-être juste les Zurich et Genève un petit peu devant, et puis bien sûr les 2 instituts polytechniques, mais on est sur de l'excellent. Nous sommes membres fondateurs, c'est un peu caché, de la Ligue européenne des universités de recherche, qui regroupe 21 universités très fortes en recherche en Europe, à peu près 2 à 3 par pays. En France, il y a nous, l'université Pierre et Marie Curie, l'université Paris-Sud. En Grande-Bretagne, il y a Oxford, Cambridge, University College London, des gros bras comme ça. Et j'en suis le président en ce moment. Alors, ce n'est pas pour me vanter d'en être le président, mais par rapport à ce qu'on est en train de dire, ça veut dire que Oxford, Cambridge ou Milan ou Leiden n'ont pas trouvé, comment dire, négatif ou dévalorisant pour cette association, que ce soit l'Université de Strasbourg qui la préside. Donc ça vous montre aussi le positionnement qu'on a, et je pense que pour vous c'est important parce que vous n'en êtes peut-être pas forcément conscient, la qualité du positionnement qu'on a en référence à des universités que tout le monde connaît. Puis il y a EUCOR, l'Université du Rhin supérieur, dont je redirai éventuellement un mot tout à l'heure, je crois que j'ai une petite carte. Un petit mot de la formation très très vite, pas de détails, mais je dirais, en fait, depuis la fusion, on est probablement l'université de France où il y a le plus de disciplines. Et je pense que c'est une fierté, aussi un défi. Mais on est très fortement pluridisciplinaire. Alors vous avez les grands domaines là sur la droite de la diapo, les humanités, le droit éco-gestion, les sciences, enfin arts, lettres, langues, les sciences et technologies, la santé. Mais on a des particularités. Seule université avec une école de management, seule université ou une des seules universités avec l'école de journalisme, seule université
avec des facs de théologie, oui, parce que ça n'existe pas ailleurs, c'est un peu facile. On a Sciences Po, qui est pratiquement dans aucune université ou qui a des associations, etc. Donc on a 4 écoles d'ingénieurs en interne, etc. Je ne vais pas vous faire tout. C'est cette variété qui est extrêmement importante et qui est un atout, un véritable atout pour une université. Bon, ça c'est les chiffres, où, allez, on retrouve ce que je viens de vous dire. Je ne vais pas aller trop loin, c'est des chiffres qui n'ont pas... Mais ce qui est important, c'est la diversité. Et cette diversité, il faut l'exploiter positivement. Il ne faut pas que ces différentes institutions soient juxtaposées, mais bien qu'elles arrivent à vivre ensemble et à combiner leurs efforts. Également, des parcours très divers. On délivre beaucoup de diplômes. Alors bien sûr, vous savez, le LMD, licence, master, doctorat, c'est le cœur du fonctionnement de l'université. Mais on est beaucoup sur les DUT, les licences pro, je vous ai déjà dit, les diplômes d'ingénieur, les masters grandes écoles en management, les doctorats, etc. Et puis, sur la gauche, vous voyez un point qui est de plus en plus important, dont, si vous voulez, on pourra reparler, qui est qu'aujourd'hui, au départ, on disait l'université, c'est pour les jeunes, en gros. C'est-à-dire qu'à 25 ans, on est diplômé de l'université. Et puis, on est diplômé de l'université. Aujourd'hui, l'université est très fortement impliquée dans ce qu'on appelle la formation tout au long de la vie, la formation continue aussi, la validation des acquis de l'expérience, qu'elle soit diplômante ou non diplômante. On a un département de formation continue qui est très actif, qui a un chiffre d'affaires d'environ 10 millions d'euros et qui est très actif dans certains domaines, en particulier la santé, mais pas exclusivement. On pourra éventuellement en reparler aussi un petit peu. Alors la recherche, j'en ai déjà dit un mot, je voudrais quand même y revenir. Faut que vous en soyez conscients. Ça apparaît un peu de l'autosatisfaction, mais c'est pour vous donner l'image de ce qu'est votre université. C'est quand même une des plus grosses universités de recherche en Europe. Quelques chiffres là aussi, mais ça n'a pas grand intérêt. Je crois que ce qui est important, c'est de savoir qu'on travaille beaucoup dans ce cadre-là avec des organismes de recherche, le CNRS et l'INSERM en particulier, l'INRA à Colmar, puisque le laboratoire INRA à Colmar est associé à l'université de Strasbourg. Donc on a une forte présence là-dedans. Les écoles doctorales, je vous en ai déjà parlé. Le collège doctoral européen, qui n'est pas qu'un bâtiment, mais qui est aussi un endroit où nous hébergeons une centaine de docteurs, donc plutôt de doctorants, donc d'étudiants en thèse, qui travaillent à cheval sur l'université de Strasbourg et un pays étranger. Et ça a donné beaucoup de prix. Alors bien sûr, on est très fiers, mais c'est un peu anecdotique, comme je l'ai dit. Donc il y a 19 prix Nobel en tout dans l'histoire de l'université de Strasbourg. Quand on dit prix Nobel, je vous dis comment on se les approprie. Hein. Il y a des techniques quand même. C'est soit ils ont étudié chez nous, soit ils ont eu le prix Nobel chez nous. Donc toute leur carrière n'est pas forcément chez nous. Et dans certains cas, les travaux qui leur ont donné... Mais c'est classique, c'est comme ça que tout le monde fait. Hein. Donc, mais quelquefois, les travaux, ils les ont fait ailleurs. Quelquefois, ils ont fait leurs travaux chez nous. Mais en tout cas, soit ils ont fait les études chez nous, soit ils ont fait les travaux chez nous, soit ils ont fait les deux. Par exemple, Jean-Marie Lehn et Jules Hoffmann ont tout fait chez nous. Hein, c'est-à-dire toutes leurs études universitaires et leur prix Nobel. Hein. Martin Karplus, donc le dernier prix Nobel 2013, donc lui, au contraire, c'est un facteur, c'est un résultat de l'attractivité, puisqu'il est prof à Harvard. Et en fait, il a été attiré ici par Jean-Marie Lehn pour bosser. Il est à mi-temps chez nous, vraiment, vraiment à mi-temps. Il a 83 ans, mais il bosse. Et voilà, c'est uniquement par le rayonnement de l'université qu'on a ce prix Nobel. C'est aussi intéressant à remarquer. Bon, moi, accessoirement, je suis assez fier. Pendant mon mandat, j'ai déjà eu 2 prix Nobel, donc j'ai encore 2 ans de mandat. Tout faire pour encore en récolter un petit. Mais il y a d'autres prix. Il ne faut pas non plus... Le prix Nobel, c'est la partie émergée de l'iceberg. C'est génial, on est super fiers, c'est très important. Et c'est un très fort facteur, je le dis aussi pour vous, enfin, de communication. Tout le monde sait ce que c'est que le prix Nobel, donc il ne faut surtout pas se priver d'en parler. Mais ramener le succès de l'université à ces prix Nobel, c'est complètement idiot, parce qu'il y a quand même un caractère fortement aléatoire. Il y a des tas de gens, par exemple, je donne un nom, Pierre Chambon, qui est là, qui a eu le prix Lasker, qui est pratiquement du niveau du Nobel. Depuis qu'il a son prix Lasker, on attend le Nobel, et même avant. Et à ma connaissance, il n'a toujours pas le prix Nobel. Et il le mérite largement. Mais il l'aura peut-être jamais, parce que c'est très compliqué en fonction des sujets, des modes, des personnes, etc. etc. En gros, pour Pierre Chambon, si le sujet sur lequel il a le plus travaillé a le prix Nobel, il aura le Nobel. Mais ce n'est pas sûr que ce sujet soit nobelisé.
C'était un peu ça. Donc il y a Thomas Ebbesen qui a eu le prix Kavli l'an dernier, très important prix aussi. La médaille Fields de René Thom, ça commence à dater, mais aussi des membres de l'Académie des sciences, des membres de l'IEF, etc. Donc il y a vraiment, ça c'est la partie médiatique, mais c'est pas peu d'universités. En tout cas, aucune université en France ne peut dire aujourd'hui qu'elle a 3 prix Nobel. Il y a peut-être l'École normale supérieure qui doit avoir ça aussi. Alors, il ne faut pas la classer comme université. Alors, voilà, ça c'était ma première partie, donc assez rapide, sur la présentation générale, cartographique. Je pense qu'il n'y a pas eu de grandes nouveautés pour vous, mais si vous avez des questions là-dessus, mais sinon on peut revenir. Mais c'est vraiment là la photo de l'université. Je ne sais pas s'il y a des points. Sinon, je peux aborder la deuxième partie qui est plus reliée à notre réunion d'aujourd'hui, qui est d'aborder 3 points pour vous, qui êtes au cœur du fonctionnement administratif de la ville et de l'Eurométropole, l'université facteur de richesse, l'université acteur du territoire et l'université facteur d'attractivité pour la ville et son environnement. Je vais donner là, c'est vraiment des coups de projecteur. Hein. Ce topo n'a pas pour but de vous faire le résumé de l'ensemble. Donc, il y a peut-être des choses que je vais un peu trop mettre en avant, d'autres choses dont je ne vais pas parler et qu'on pourra discuter. Hein. Il n'y a surtout pas de notion d'exhaustivité. Donc, on commence par cette idée de est-ce que l'université est un facteur de richesse, apporte du business, de l'argent, du revenu. Enfin, là, je crois qu'il faut parler de choses précises. D'ailleurs, pour répondre à cette question, donc au fond, dit d'une autre manière, est-ce que nous sommes et comment sommes-nous un acteur de l'économie locale? Je vous signale d'ailleurs qu'on a en cours une étude assez poussée. Il y avait une étude sur l'apport de l'université à l'économie du Bas-Rhin qui avait été faite par notre laboratoire d'économie, le Bêta, mais il y a déjà une douzaine d'années. Donc elle est fortement démodée. Mais je crois qu'on était à 3,5 points du PIB, quelque chose comme ça, directement relié à l'université. Ça vaut ce que ça vaut. On a en cours une étude qu'on devrait avoir pour l'été, qui a été missionnée par les 21 universités de la Ligue européenne des universités de recherche dont je vous parlais tout à l'heure. Donc c'est une étude qui est faite par un cabinet britannique et ils vont nous rendre des chiffres. Je pense que ça sera très intéressant pour vous, sur l'apport de l'université à l'économie locale. C'est fait de manière très... C'est pas facile. En fait, ça paraît évident, c'est pas facile du tout. C'est très complexe pour des tas de raisons, de signalisation. Mais je pense que c'est une des données qu'on devra partager parce qu'elles nous donneront, je pense, des éléments communs de promotion pour nous, mais aussi pour vous, en particulier ceux qui sont dans le domaine économique, mais nous tous. Et ça, c'est un point qui est important. L'autre point, d'ailleurs, c'est que ça nous permettra de nous comparer sur ce facteur-là aux 20 autres universités, à la limite près de la nature exacte des données qu'on pourra comparer. Et évidemment, nous souhaitons aussi prouver aux décideurs, aux élus qui siègent habituellement ici ou dans d'autres assemblées, qu'une université qui fait beaucoup de recherche fondamentale, c'est absolument fondamental pour l'économie aussi. C'est-à-dire que ce n'est pas incompatible. Évidemment, je vous le livre tout de suite, mais parce que je suis sûr qu'on va avoir des bonnes surprises sur cette étude. Mais ça, c'est quelque chose qu'on pourra éventuellement vous présenter, d'ailleurs, hein, Pierre, quand l'étude sera disponible, elle est faite pour être publiée et présentée. Alors, quelques éléments concrets de ce qu'on sait déjà faire. L'université ouverte vers l'entreprise. Et je crois que certains ici vont retrouver des choses qu'ils connaissent. D'ailleurs, c'est des vieux chiffres. Hein, bon, mais là, c'est... on a une forte activité de ce qu'on appelle dans notre jargon la valorisation de recherche, le transfert de technologie. Qu'importe les chiffres exacts, ils ne sont d'ailleurs pas faciles à évaluer parce qu'on n'est pas les seuls à en faire. Le CNRS en fait une partie qui gère direct. Donc, mais on est entre 12 et 15 millions d'euros d'activités contractuelles que nous gérons et que nous gérons aujourd'hui dans une filiale de droit privé que nous avons créée, filiale de droit privé mais d'actionnariat public, puisque c'est il y a l'Université de Strasbourg, l'UHA, le CNRS, l'INSERM, je vais en oublier plein, etc. Enfin, tous les acteurs de la recherche publique gèrent ce qu'on appelle aujourd'hui donc la Connectus, qui est une SAT, S-A-T-T, Société d'accélération de transfert de technologie, qui a été créée par la loi
et qui gère notre activité. Donc ça c'est du... Alors je ne dis pas, et d'ailleurs j'ai pas eu le temps, je ne connais pas là la proportion d'activité sur l'économie locale et sur l'économie nationale et internationale. Mais clairement, notre activité ne se résume pas à l'économie locale, hein, puisque quand vous traitez avec un grand groupe international, vous traitez au niveau mondial en recherche. Mais on a aussi du boulot avec des PME locales, etc. Donc il faudrait qu'on puisse vous fournir, d'ailleurs, ça serait intéressant, cette proportion. Les pôles de compétitivité, on est des acteurs, j'allais dire, fondateurs des pôles de compétitivité, en particulier d'Alsace Bio-Valais, mais aussi du pôle véhicule du futur et aussi du pôle fibre énergie-vie qui aujourd'hui donc sont reliés. Dans les trois cas, l'Université de Strasbourg joue son rôle, d'ailleurs un rôle différent. Hein. Pour préciser, Alsace Bio-Valais, ça a certainement été créé à cause de l'université. Parce qu'en fait, on avait un potentiel et il y a des entreprises dans le domaine de la santé. Hein. Alsace Bio-Valais, c'est santé, biotechnologie, technologie médicale. Il y avait des entreprises, mais assez peu. Eli Lilly, c'est la plus grosse entreprise, enfin c'est la plus grosse implantation industrielle d'Eli Lilly au monde. Et les relations avec l'université sont du domaine de la formation. On leur envoie beaucoup de diplômés, mais le reste, c'est pas... Donc c'est important. D'ailleurs, au niveau des diplômés, ils sont très contents. Mais c'est peut-être pas ça qui a entièrement justifié leur implantation et leur maintien en Alsace. Donc là, il s'agissait de créer de la valeur à partir d'un potentiel universitaire. Ça, c'est Bio-Valais. Et c'est les startups, entre autres, pour ceux d'entre vous qui sont sur ces dossiers, c'est aussi en grande partie, mais pas exclusivement, tout ce qui se passe sur Illkirch avec les implantations de start-up, les hôtels d'entreprise, etc. Ça, c'est de l'exploitation d'un potentiel. Et à l'inverse, le pôle véhicule du futur est un pôle où il s'agissait plutôt de ramener de l'innovation dans un tissu industriel en pleine mutation, qui est le tissu des automobiles. Et je précise que ce n'est pas un pôle mulhousien, que mulhousien. Bien sûr, il y a Peugeot Mulhouse au centre du dispositif, mais il y a des sous-traitants de rang 1, de rang 2, de rang 3, etc. Il me semble, et s'il y a des spécialistes qui me contrediront, qu'en Alsace, 40% du potentiel industriel automobile est dans le Bas-Rhin. Donc ce n'est pas caricaturalement le pôle de Mulhouse, c'est plus compliqué, c'est plus grand que ça. Il y a aujourd'hui, dans Bio-Valais, il y a aussi, je vois Nicolas, aujourd'hui, un des éléments de Bio-Valais prend une vigueur importante et c'est un projet qu'on partage avec la ville, c'est le campus des technologies médicales sur le campus de l'hôpital civil. C'est quelque chose qui a un peu démarré quand même dans Bio-Valais, qui aujourd'hui prend son envol. Puis il y a un incubateur d'entreprise, je vais un peu vite, hein, mais ce qui est oserais-je presque dire une création de l'université, c'est-à-dire que c'est vraiment l'université qui a poussé les collectivités à démarrer ça, en particulier la région, parce que nous voulions affirmer notre volonté de participer à la création d'entreprises et on a beaucoup participé à des créations d'entreprises. Et ça, c'est de l'économie locale, du moins au départ. Pas forcément Strasbourg. Hein, je crois qu'il faut, là aussi, il faut voir un peu large, au moins à l'échelle alsacienne. Il y a des belles entreprises de technologie qu'on a créées, qui sont par exemple installées à la zone de la mer Rouge à Mulhouse. Je pense que c'est bénéfice pour tout le monde quand même. Mais c'est sûr que la création d'entreprises fait partie des plus-values d'une université, surtout dans ce qu'on appelle une société de la connaissance, mais ça c'est un peu du blabla quand même. Alors quand même, cette valorisation de la recherche, il faut faire attention dans ce domaine-là, ça n'est pas que le nombre de contrats qu'on fait ou le nombre... les gens nous demandent souvent d'évaluer. Combien vous avez créé d'emplois? Je réponds toujours combien en avons-nous sauvé? En ce moment, c'est difficile de vous donner des chiffres. Mais donc, bien sûr, on a un chiffre d'affaires de contrat et on peut dire combien on a contribué à créer de boîtes. Mais il faut voir ça beaucoup plus loin, en particulier sur le technique et sur le politique. Je reprends l'exemple du campus des technologies médicales. C'est un pari qu'on partage avec vous aujourd'hui, qui est un pari complexe. Il n'y a pas de chiffres vraiment à donner aujourd'hui. Mais on voit bien que je crois que sans les collectivités, nous, on ne sait pas faire un truc comme ça. Et je pense que sans l'université au sens large, vous ne pouvez pas, juste à un claquement de doigts, créer un campus de technologie médicale. Hein. Et donc, c'est vraiment la collaboration, ce n'est pas des vœux pieux. Je crois qu'il y a des témoins dans la salle pour dire qu'on y arrive, mais c'est un travail de tous les instants.
C'est pas toujours facile, parce que dans ces domaines-là, il y a plein d'acteurs. Et vous ne répétez pas, enfin on est entre nous à 100 personnes, mais, ou à 50 personnes, mais je veux dire, il y a des acteurs qui jouent plus leur propre existence que l'intérêt collectif. Il y a plein d'agences, plein de sociétés, plein de tout. Donc il faut, c'est pas toujours facile d'aller vers le cœur de cible qui est quand même l'économie, ce qui est quand même la création d'entreprises. Ça va de mieux en mieux, je ne suis pas en train de cracher dans la soupe, mais de temps en temps, le système gagnerait à être simplifié, rationalisé. Et en Alsace, par exemple, alors vous savez qu'on a encore un nombre d'agences de développement inversement proportionnel à leur efficacité. Je crois qu'il faut arrêter. Une agence de développement alsacienne suffirait largement et travaillerait de manière consensuelle pour l'ensemble des acteurs. Il n'y a pas besoin d'avoir des agences de développement du Bas-Sungo et de l'Outre-Forêt. Je crois que ça commence à être stupide. Et puis voilà, tout ça, c'est dans un contexte où il n'y a pas beaucoup d'argent. Quand vous discutez avec les créateurs aujourd'hui, les créateurs de start-up, c'est le problème du capital risque qui est difficile à mobiliser, etc., etc. Et donc, raison de plus pour travailler en meute, de manière cohérente, de manière non dispersée. Et là, j'ai été un peu, non pas désagréable, mais un peu critique. Non, ça marche globalement, ça marche bien. Mais ça marche bien dans un contexte qui est quand même difficile. Vous le savez très bien. Même si dans les entreprises, on se plaint aussi un peu, mais c'est vrai. Et puis, voilà, les enjeux, ils sont très importants et on va y revenir parce qu'il y a aussi des enjeux d'attractivité. Hein, mais c'est la capacité d'innovation, la capacité à concourir au développement économique régional et de dégager des ressources propres pour l'université. Je reviens à nous. Mais nous, c'est dans des situations budgétaires difficiles, c'est aussi la possibilité de dégager des ressources propres. Et l'attractivité, je vais y revenir. Alors juste pour donner un exemple, il ne faut pas se baser uniquement sur ça pour dire voilà, l'effet sur l'économie régionale, c'est ça. D'abord, il y a un autre effet sur l'économie régionale, je vais y revenir après dans la vie, mais au niveau économique, c'est qu'à l'université, on est 50 000 à Strasbourg. Donc des gens qui se logent, qui vont au resto, qui vont au ciné, qui prennent le bus, etc. 50 000 personnes, c'est à la louche, mais 50 000 personnes à Strasbourg sont reliées directement à l'université. Hein. 45 000 étudiants, 5 000 employés, c'est un chiffre qui est, je pense que vous pouvez même aller jusqu'à 55 000 si vous prenez les emplois directs associés. Je n'ai pas les estimations. Donc ça, c'est simplement des gens qui, au quotidien, vivent à Strasbourg. Si d'un coup, vous enleviez ces 50 000 personnes du dispositif, ça changerait quand même radicalement le système économique de notre ville. Mais par exemple, des retombées qui semblent pas toujours... j'ai sorti... Ça, c'est un exemple, c'est un coup de projecteur. C'est pas pour dire qu'on a les étudiants étrangers pour ça. J'ai parlé des étudiants étrangers tout à l'heure, c'était une fierté politique. Je crois que c'est un devoir pour nous et c'est une fierté d'avoir des étudiants étrangers. Et c'est bien pour le rayonnement, on y reviendra tout à l'heure aussi. Mais ça rapporte un étudiant étranger. Ça amène de l'argent. Alors bien sûr, attention, le chiffre canadien, attention, il paye. Hein. Il paye les droits d'inscription, donc vous allez déduire. Mais voyez ce que ça fait quand il paye. C'est plus que ce qui est quand même intéressant, même si c'est de l'anecdote, c'est que ça rapporte plus à l'économie canadienne que leur fabrication d'hélicoptères ou leurs usines d'aluminium. Donc c'est pour montrer la proportion. Alors chez nous, il n'y a juste pas le revenu, mais nous, il n'y a pas le revenu pour les universités, mais il y a quand même des activités économiques majeures. Hein. C'est 8 000 étudiants étrangers qu'on a à Strasbourg. Hein. Et puis ensuite, il reste aussi. Maintenant que les arrêtés Guéant ont été abrogés, etc., un étudiant étranger brillant qui a envie de bosser chez nous, hein, c'est un atout pour notre région, c'est un atout pour notre ville, c'est un atout pour notre industrie, pour nos services, etc. Donc là, vous avez des gens qui peuvent être plurilingues, qui connaissent un marché à l'extérieur, etc. Enfin, vous voyez, c'est juste pour donner un exemple d'une vision transverse. L'étudiant étranger, c'est pas juste une sorte comment dire, de bénévolat qu'on fait pour servir des pays. Non, pensons aussi à l'économie. Voilà. Alors, deuxième élément, donc ça, c'était pour essayer de vous convaincre, mais vous le savez, mais c'est quelques exemples, il y en a d'autres. Mais je pense qu'aujourd'hui, personne ne pourra nier que l'université de Strasbourg est un facteur de richesse et doit être un acteur économique de l'Eurométropole.
Et on pourra donner, je pense qu'il y a des spécialistes ici qui pourront me donner d'autres exemples ou contredire ça. Le deuxième élément, c'est un acteur de la vie du territoire. Est-ce que, oui, enfin je vais répondre oui, mais est-ce que l'université est un acteur de la vie de notre ville? Quand je dis ville, c'est comme quand je dis université, tiens, je vais faire une petite parenthèse. Quand je dis ville, je ne me limite pas à la limite administrative. Je dis Strasbourg, comme Eurométropole. Hein, je veux dire, c'est pas la... Et quand je dis université, c'est la même chose. Bien sûr, il y a une définition administrative de l'université. Mais la définition internationale d'université, on ne s'arrête pas à l'administration. Mes collègues du CNRS, quand ils vont à l'étranger, ils disent « je suis de l'université de Strasbourg ». C'est totalement faux d'un point de vue administratif. Mais c'est totalement vrai d'un point de vue sociologique, d'un point de vue de représentation, parce que l'université, c'est une communauté de gens qui font deux métiers en même temps, la formation et la recherche. Voilà. Et leur institution, tout le monde s'en fout, savoir le statut de leur institution. Je donne un exemple d'ailleurs là-dessus. Aujourd'hui, j'ai pas prévu de dia là-dessus, mais j'en profite parce que je pense que c'est important. L'université de Strasbourg, il y a eu un contrat de site. J'aurais dû préparer une dia, mais dans la précipitation, celle-là, je l'ai oublié. Donc, aujourd'hui, nous avons signé un contrat de site avec l'État et toutes les institutions universitaires alsaciennes. Toutes ces institutions sont associées à l'Université de Strasbourg. Lesquelles sont-elles? L'Université de Haute-Alsace, l'école d'architecture, l'ENSAS, l'école nationale d'architecture de Strasbourg, l'ENGES et l'INSA. Alors, je vous donne un exemple de de l'école d'architecture, simplement, pour donner un exemple. Quand vous allez prendre votre TGV et que vous passez par le boulevard de Metz, hein, vous passez devant l'ENSAS, et vous avez une vitrine, et sur la vitrine, il y a un grand logo Université de Strasbourg. C'est une école qui dépend du ministère de la Culture, où nous n'avons rien à dire en termes de gouvernance, en termes de budget, rien. Mais ils sont aujourd'hui associés à l'Université de Strasbourg. On partage une stratégie, on partage d'ailleurs des masters, des choses comme ça, mais c'est eux qui ont choisi de mettre le logo Université de Strasbourg dans l'ensemble de leur communication, parce qu'ils considèrent que ça leur apporte énormément de se présenter sous la bannière, sous l'identité d'Université de Strasbourg. Donc c'est important de voir ça aussi. Et l'Université de Strasbourg, c'est une institution, mais ça devient une sorte d'image aussi de l'activité universitaire d'ensemble. Alors, moi, j'avais entendu le précédent directeur, et je crois que l'actuel est dans les mêmes états d'esprit, dire « nous sommes la faculté d'architecture de l'Université de Strasbourg ». Ce qui est totalement faux d'un point de vue administratif, mais je pense aujourd'hui totalement juste d'un point de vue stratégique. Et c'est ça qui est important. Et on peut dire, alors après, c'est les individualités des uns et des autres, mais globalement, ça marche. Et d'ailleurs, notre contrat de site prévoit que nous nous présentions à l'extérieur sous le nom Université de Strasbourg. On reviendra aussi sur le fait, je l'ai dit rapidement, que mais ça, on fera ça dans l'attractivité, nous nous appelons Université de Strasbourg et il n'est pas question de changer de nom. Même si nous avons l'Université de Haute-Alsace associée à nous. Autrement dit, le nom Université d'Alsace, c'est hors de question. Mais on pourrait en discuter après. Alors, je reviens, acteurs du territoire. Comme je l'ai dit déjà, 50 000 Strasbourgeois travaillent à l'Université de Strasbourg. Il y a 45 000 étudiants et il y a les personnels. Je vais me concentrer là sur les étudiants. Parce que les personnels ont une vie classique, j'allais dire, de citoyens de Strasbourg. Les étudiants, il y a une vie un peu particulière à porter en plus, j'allais dire, des 5000 salariés de l'université. Alors nous, il faut qu'on l'organise, cette vie. La vie de 45 000 personnes, ça s'organise. On essaie de l'organiser. Donc c'est ce qu'on appelle entre autres la vie étudiante. Donc on a toute une organisation autour de la vie étudiante, un service de la vie universitaire, un service de l'action culturelle, je ne vais pas détailler. La fameuse carte culture dont je crois nous pouvons collectivement être fiers puisque c'est une co-création de la ville et de l'université avec d'autres partenaires, mais avec le ministère de la Culture, avec plein d'autres gens, mais c'est quand même, c'est Catherine Trottmann qui a lancé ça hein, avec le président de l'époque. Et ça fait aujourd'hui que, par exemple, je vois M. Minard là, mais les étudiants fréquentent les activités culturelles dans notre ville d'une manière pratiquement incomparable à ce qu'on voit dans d'autres villes universitaires.
Je crois qu'à l'Opéra, c'est le record absolu de France en fréquentation de jeunes. Ils sont à 35%, quelque chose comme ça. Donc, et puis, on reviendra sur l'opération Campus dans un instant. Je crois qu'aujourd'hui aussi, j'assisterai là-dessus, Édouard Manini était là tout à l'heure, il connaît bien le sujet, l'université c'est dans la ville, et donc on a aussi un rôle dans l'aspect et la manière dont on vit la ville. On a d'activités sportives qui est très importante, pas assez importante parce qu'on manque d'installations à Strasbourg, là j'ai un petit clin d'œil, mais nos sportifs sont un peu désolés ils sont un peu à l'étroit, et bon, on a des très bons accords avec la ville sur l'utilisation des installations, parce que je rappelle, nous on n'a pas de piscine, on a que 2 gymnases, etc. Donc on est souvent en manque, et en particulier je rappelle qu'on a aussi une faculté des sciences du sport, donc il y a besoin d'installations. Donc voilà, on partage vraiment une dynamique avec la ville, mais c'est pas facile au niveau des piscines. Vous le connaissez ça mieux que moi. Mais c'est clair que là, il y a vraiment une hybridation. Et nos installations sportives sont d'ailleurs ouvertes aussi au public, puisqu'il y a souvent le soir des activités pour les enfants, et pas seulement pour les enfants, par exemple, ou pour tout le monde, pas seulement pour les enfants du personnel. Et on a une très très forte activité associative. Qui est une fierté, bon, comme d'ailleurs dans le reste de la ville de Strasbourg, hein, je veux dire, mais à l'université, il y a énormément d'associations étudiantes, des associations dites de filières, les étudiants en chimie ou les étudiants camerounais, mais aussi voilà, donc de nationalités, mais aussi des associations culturelles. Il y a du théâtre universitaire, des chorales, enfin tout ce que vous voulez. Ça foisonne vraiment, et c'est aussi un terrain sur lequel je pense qu'on peut d'ailleurs encore améliorer nos interactions avec justement vous tous ici. Quelques éléments rapidement, mais on fait un gros effort vers les étudiants handicapés. C'est plus difficile qu'en milieu scolaire, parce que on est dans des situations un petit peu différentes. Mais aujourd'hui, je crois, maintenant j'ai plus le chiffre Armel, on doit être à 300 étudiants à peu près suivis, hein, il me semble, je sais plus, suivis individuellement, ce qui est très peu par rapport à 45 000, mais chaque fois c'est un suivi individuel très complexe. On a une équipe formidable qui s'en occupe, et puis on essaye aussi de mettre nos bâtiments aux normes, ce qui n'est pas toujours évident. Mais quand vous avez un diplôme, comme j'ai assisté par exemple une fois à une remise de diplôme de Sciences Po avec une jeune femme aveugle, ou bien quand vous avez voilà, des gens qui vraiment suivent les cours avec d'autres étudiants qui leur prennent les cours, enfin, il y a des belles choses qui se passent dans l'accueil des handicapés. Rapidement aussi, la bibliothèque, on est université sans bibliothèque, c'est pas une université. Je rappelle que la BNU, il y a eu dedans, hein, c'est-à-dire que, bien sûr, actuellement, c'est une institution séparée, mais elle a bien été créée par les Allemands pour être la bibliothèque de l'université. Et de fait, du point de vue des missions, on est extrêmement symbiotique. On se réjouit de sa réouverture. D'ailleurs, nous contribuons aujourd'hui à l'ouverture dominicale de la BNU, hein, ce qui est très demandé par les étudiants. Je crois que sinon, ils vont à la médiathèque, hein, d'ailleurs. Donc là aussi, on voit bien l'importance d'une belle collaboration médiathèque-université, enfin, bibliothèque universitaire qui existe déjà et qui, je pense qu'il faut absolument développer. Alors justement, toujours rester dans cet aspect je reviens à ce que je disais dans ce deuxième chapitre sur l'université dans sa ville, c'est l'aspect urbain. Donc là, il y a des spécialistes aussi dans la salle, mais c'est vraiment dire, voilà, une université. Nous avons la chance d'avoir des campus qui sont pour la plupart, mais pas tous, en milieu urbain. Donc on a à peu près 75% de notre potentiel ici en centre-ville. N'oublions pas qu'on a aussi, parce que je ne vais pas en parler, des campus hors centre-ville qui sont tout aussi importants et qui posent des problèmes d'aménagement différents. Le campus de Cronenbourg, qu'on partage avec le CNRS, le campus d'Illkirch, mais aussi le campus de la Méno avec l'ex-IUFM et de l'autre côté rue Lefebvre, rue du Maréchal Lefebvre, un bâtiment où nous avons notre formation permanente, le campus d'Agno, le campus qui est un IUT, et puis Colmar et Célestat où nous avons les ex-bâtiments de l'IUFM, donc de l'ESP. Mais le cœur de
le cœur, c'est bien ici, et c'est là-dessus que je vais me concentrer. Mais les problèmes d'aménagement d'Illkirch sont très intéressants et très différents, et encore très différents. On a vu, par exemple, la question du bus à haut niveau de service pour Cronenbourg. Enfin, vous voyez bien qu'on est forcément dans les problèmes de transport, de tout ce que vous voulez. Chacune de nos implantations est à la fois un atout, mais peut poser des problèmes. Alors, rapidement, nous avons été, j'y reviendrai, gagnants de l'opération Campus, qui est aujourd'hui, nous met en capacité de rénover et surtout d'améliorer qualitativement, de manière très spectaculaire. Je reviendrai sur le fait qu'on ait gagné tout à l'heure le campus de l'Esplanade. Et là, c'est spécifiquement campus de l'Esplanade. On nous empêche de mettre l'argent de l'opération Campus ailleurs. Donc là, c'est rapidement quelques esquisses esquisses qui ne sont pas des projets d'architectes, hein, mais vraiment des esquisses de quelques projets. Et d'ailleurs, les petits dessins là, je crois que c'est de la main d'Edouard Manini. Donc ça sera une maison de l'étudiant juste sur le côté boulevard de la Victoire, à la place de l'actuelle bibliothèque des sciences et techniques, qui est, vous savez, ce truc avec des grands piliers bleus absolument immondes. Donc là, l'idée, c'est de tout foutre par terre et de refaire une bibliothèque moderne qui est un lieu de vie, avec aussi toutes les associations étudiantes. Ça s'appelle en alsacien Learning Center. Il faut trouver un nom, hein, mais un nouveau centre sportif, comme vous avez compris avant pourquoi. La fameuse tour de chimie qui a longtemps été menacée d'être démolie, aujourd'hui sera reconditionnée en logement, parce que mettre de la chimie dans une tour, je ne sais pas qui avait pensé à ça, ça va être un soir de beuverie, parce que c'est la tour infernale, c'est complètement stupide. Enfin, je crois que vous êtes probablement un certain nombre à vous occuper de sécurité. Je me rappelle encore, on faisait la distillation de solvant au 3e étage. Donc si ça pétait, il y a tout le machin qui s'envolait. Par contre, elle a une certaine esthétique qui reflétait là. Et donc, une des solutions, c'était de la mettre par terre. L'autre solution, c'est de faire des logements. Ça pose des tas de problèmes, mais voilà, c'est faire ça qu'on veut aller. Je rappelle que c'est le 2e bâtiment le plus haut de Strasbourg après la cathédrale. Il y a 15 étages. On ne s'en rend pas compte, il y a 15 étages. Et la vue d'en haut est magnifique. Et le bâtiment n'est pas moche. Sauf que, par exemple, les plateaux sont très étroits. En fait, elle n'est pas grande. Je crois qu'il y a 300 ou 400 mètres carrés par plateau. Donc, c'est pas très grand. Et c'est pas avec les escaliers, les cages, enfin, c'est compliqué. La cité Paul Appel, qui dépend du Crous, mais qui est en train d'être reconditionnée de fond en comble. Il y a plus de 2000 chambres à la cité Paul Appel, dont, voilà, qui ont leur âge. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, les conditions de logement ont changé. C'est quelques exemples. Hein. Une résidence pour les personnels, un hôtel des chercheurs, ça c'est probablement abandonné. L'insectarium, qui est un bâtiment, comme son nom l'indique peut-être pas, une animalerie pour insectes, pour étudier des maladies qui sont absolument fondamentales, véhiculées par les moustiques comme la malaria. Et c'est dans le bâtiment IBMC qui appartient au CNRS et qui est dont j'allais dire, la figure emblématique est le prix Nobel Jules Hoffmann. Un pavillon des arts et des sciences, mais surtout un nouveau planétarium qui se situera entre le musée zoologique et l'Institut de géologie. Et puis, last but not least, juste à côté d'ici, le silo Segmuller transformé en maison de l'accueil international. Vous avez vu que ça pousse bien, on pourra en discuter. C'est quelque chose qu'on fait vraiment avec la ville, justement, et qui va être un lieu à la fois dans la tour, logement d'étudiants internationaux venant pour des séjours courts, et en bas, 500 mètres carrés, où on va regrouper l'ensemble de nos services d'accueil d'accueil d'étudiants étrangers ou de conseil pour les étudiants qui vont à l'étranger. Donc ça va être le pôle de l'attractivité internationale de l'Université de Strasbourg. Et puis, dernier point, alors ça, oui, ça se voit pas trop mal finalement. Donc, ça, c'est vu d'en haut. C'est un peu, alors je ne suis pas urbaniste, hein, moi, mais vous reconnaissez assez bien, hein, Place de la République, ici la place de l'université avec le Palais U. Donc vous avez, l'université construit quand même une grande partie de notre ville en termes d'espace. Vous avez donc ici ce qu'on appelle nous le campus historique, le campus allemand, avec donc ici par exemple, qui est aujourd'hui ici, je le rappelle, et ça c'est une chose qu'on voudra encore développer, ce qu'on appelle les jardins du Palais U, c'est un parc où on peut aller toute la journée jusqu'à 20h, se balader, faire du vélo, tout ce qu'on veut. Par contre, je le rappelle aussi, on a eu quelques conflits avec les voisins et même avec les conseillers municipaux du quartier.
l'extraordinaire jardin botanique qui est là n'est pas un jardin public. C'est un musée à ciel ouvert, avec des règles de fréquentation, pas de trottinette. Et puis quand vous récupérez un gamin qui a une épine comme ça dans la main, parce qu'il y a des... Voilà, donc bon, on a eu beaucoup de mal, mais aujourd'hui ça marche bien. On a aussi une belle collaboration avec la ville pour un certain nombre de points qui vont du gardiennage jusqu'à le diagnostic des arbres, qui est fait par le service des espaces verts. Donc, oui, mais c'est quand même un pôle, un poumon vert extraordinaire et de très belle qualité architecturale. Et, enfin, se balader dans le jardin botanique avec les règles qui sont imposées, c'est quand même un endroit absolument magique à toute saison, un peu bruyant au printemps avec les grenouilles, mais et on a des visites. Le matin, il y a les scolaires. Le matin, c'est fermé. Il y a les scolaires. Il y a énormément de scolaires qui vont. Donc, vous voyez, c'est aussi... il y a le planétarium ici. Autre point, je n'ai pas parlé du jardin des... Si, je parlerai après du jardin des sciences. Donc. Et puis, ensuite, vous avez donc la traversée du boulevard de Victoire, pas toujours évidente. Ici, le nouveau planétarium. Vous avez notre campus de l'Esplanade qui, aujourd'hui, est transformé en un jardin. Je pense que vous êtes tous passés... Mais la transformation est spectaculaire, les voitures sont en périphérie, et en fait on reproduit un peu la philosophie de cet espace-là, c'est-à-dire des bâtiments universitaires autour d'un jardin, des bâtiments universitaires autour d'un jardin. Mais je le reprécise aussi, ce n'est pas un jardin clos. D'ailleurs le Palais U c'est fermé par des grilles, l'Esplanade ça ne sera pas fermé, donc c'est ouvert. Ce qui veut dire que c'est à la fois des petites préoccupations de sécurité et autres, mais il y a un éclairage performant, ça devrait plutôt être plus sûr qu'avant. Mais c'est un jardin pour tous les Strasbourgeois, et pas que. D'ailleurs, ça a démarré. Hein. Je pense que les gens en profitent bien maintenant. Et voilà aussi une manière d'intégrer l'université à la ville, puisqu'il y a quand même plein de gens qui habitent autour, etc. Il y a aussi d'ailleurs ici, quand vous voyez les bistrots qui ont poussé à la Cruteno par rapport à l'université, on voit que voilà, cette communication ville-université, elle est absolument fondamentale. Et puis des circulations nouvelles, puisqu'ici vous avez la cité Paul Appel qui est en réhabilitation, et ici l'îlot Segmuller, avec donc, vous voyez, on y peut imaginer un nouvel axe de circulation, la médiathèque qui est aussi très attractive pour les étudiants. Donc on voit bien comment cet ensemble peut se construire avec de nouvelles communications et aussi une cohérence avec le développement, bien sûr, mais ça c'est vous qui savez ça mieux que moi, de la ville sur cet axe qui est aujourd'hui le grand axe d'urbanisation de la ville. Bon, c'est très grossièrement dit, encore une fois, ce n'est pas ma spécialité, mais vous voyez bien comment, au-delà des bâtiments, il y a une volonté pour nous aussi, mais je crois en collaboration avec les services ici, d'intégrer ce qu'on est de manière ouverte et intégrative dans la vie quotidienne des uns et des autres. Et je pense que c'est au bénéfice mutuel. Et puis, il y a des aspects techniques, j'en profite pour remercier aussi les services, parce que il y a des aspects techniques qui ont été magnifiquement réglés. Par exemple, moi je donne toujours comme exemple ici donc la place d'Athènes devant la fac de droit, où en gros ici c'est du terrain ville, ça c'est du terrain université. Tout a été refait en même temps. Donc aujourd'hui on ne voit pas la différence et je crois que tout le monde est ravi de l'évolution, y compris comment dire, les propriétaires d'appartements de l'Esplanade qui ne brillent pas par leur esprit conciliant d'habitude, hein, il me semble, ils sont très contents je crois, de l'aspect. Ça a quand même donné une autre gueule, disons, à cette partie d'entrée de campus. Donc on aura vraiment des portes d'entrée de campus, ça c'en est une. Ici, par exemple, là où il y a cette nouvelle bibliothèque, ici, ça sera vraiment une entrée avec derrière des axes verts. Enfin, vous voyez, ça va être super. Toujours le dernier point de ce deuxième chapitre, mais je tiendrai les temps, je pense. Université ouverte sur la cité. Voilà. Il y a deux manières de voir l'université. Des savoirs fermés, réservés à ceux à qui on enseigne quelque chose, donc à nos étudiants, ou une université qui fait partie de sa ville et donc qui s'ouvre le plus possible à ses concitoyens. Et donc, on essaye vraiment de développer ça. Un de nos acteurs principaux, c'est le Jardin des Sciences, qui organise, on a quand même sur nos fonds propres une bonne douzaine d'ETP qui bossent là-dedans. C'est ce qu'on appelle en termes choisis la vulgarisation. Mais la vulgarisation, ça a pris une connotation négative. C'est pas négatif, ça veut dire qu'on parle de la science aux non-scientifiques. Et ça va des gamins des écoles jusqu'à des débats citoyens
sur des grands sujets, les OGM, enfin ce que vous voulez. Cette année, c'est l'année de la lumière, donc il y a plein de choses sur la lumière, etc. Il y a des visites, il y a le jardin botanique, il y a plein de choses. Savoir en commun, ça a un peu changé, c'est une diapo que je n'ai pas renouvelée, mais je peux citer aussi, il y a énormément d'activités qui vont dans ce sens-là. Le planétarium, il va rouvrir. On a fait des efforts, il y avait un problème technique. Le planétarium, il refuse du monde, hein. Je veux dire, c'est des éléments, les musées. On a des musées des sciences qui sont absolument exceptionnels. Oui, c'est pas là, mais les musées sont aujourd'hui, on peut dire qu'on a parmi les plus beaux musées des sciences de France. Et que c'est aussi notre objectif quand on aura pu rénover tout ça, faire le planétarium, etc., c'est de contribuer avec vous à en faire une attraction touristique majeure. Je veux dire, il n'y a aucune raison, quand on vient visiter Strasbourg avec des gamins, par exemple, on ne consacre pas une demi-journée à aller dans les musées des sciences parce que c'est vraiment passionnant et c'est beau. Et puis c'est relax, on peut aller prendre après, on peut aller se relaxer dans le jardin botanique, etc. Enfin, vous voyez, ça fait vraiment quelque chose de cohérent. Alors, le dernier point, pour ne pas être trop long, mais c'est là que ça coince évidemment, c'est de parler un petit peu de... Oui, c'est ça, je savais, fallait qu'il y ait un truc qui foire. C'est de parler de l'attractivité. Donc, vous voyez, l'économie, la vie du territoire au sens le plus large et l'attractivité. Voilà. Alors, premier élément d'attractivité. On a été lauréat de grands projets qui jouent, je crois, beaucoup sur la manière dont l'université et donc sa ville ont rayonné. Ce que je voulais dire dans ce dernier point, c'est montrer à quel point l'université peut être un facteur d'attractivité, pas seulement pour elle-même, mais pour l'ensemble de l'agglomération. Alors nos grands projets, c'était l'opération Campus dont j'ai déjà parlé, mais juste pour vous dire, ça a été... l'opération Campus, un concours national avec un jury international. Donc ce n'était pas le gouvernement qui a décidé juste que ça serait Strasbourg qui aurait l'opération Campus. Et c'est quelque chose qui nous donne aujourd'hui, il y a 360... En gros, le système, c'est qu'on a gagné ce concours. En France, on a été les premiers des trois premiers lauréats. 375 millions d'euros de capital qui ont été... qui sont en banque, enfin qui sont au trésor quelque part, et qui nous rapporteront, bon an, mal an, je crois 12 à 13 millions d'euros pour faire des constructions. Au-delà des aspects techniques et de ce que ça va donner sur l'attractivité, parce qu'un beau campus, c'est attractif, ce gain dans cette compétition, ça a été un vrai facteur de notoriété pour l'Université de Strasbourg. L'autre, c'est l'initiative d'excellence, vous connaissez. L'initiative d'excellence, qui est là aussi un concours national, jury international en anglais, pas d'influence du gouvernement, et qui a conduit au fait, là aussi, que l'Université de Strasbourg a, excusez-moi, mais c'est tant mieux, gagné la compétition. Et aujourd'hui, alors je vous passe les détails, on a, en gros, un capital, c'est un peu le même système, c'est très intéressant comme système, parce que c'est dans la durée, 750 millions d'euros de capital, qui vont rapporter de l'ordre de 26 millions d'euros par an, c'est beaucoup parce qu'ils ont bien placé, 26 millions d'euros par an qui rentrent dans le système et qui nous permettent de faire de la recherche, de la formation, etc. Mais au-delà de ça, moi je peux vous assurer que, bon, un certain nombre de gens me reconnaissent à ma superbe coiffure dans la rue, les gens venaient me féliciter parce qu'on avait gagné, un peu comme un sportif. C'est intéressant, vous voyez, cet effet de compétition, comme le prix Nobel. Les prix Nobel ont été, je pense, une légitime fierté pour l'ensemble des Strasbourgeois, largement au-delà de ceux qui s'intéressent à la science. Quand on a fait la réception pour Jules Hoffmann au Palais universitaire, ça a été à la fois très sympa et très collectif. Et je pense que ça, c'est important. C'est très sincère, je crois qu'il y a une notion de fierté de ces résultats-là qui dépasse l'université. Alors, en fait, je vais aller plus vite parce que voilà, c'était tout. Ça, je vous en ai déjà parlé. Et puis, je voudrais garder... Donc, simplement, d'ailleurs, dans le
les résultats de l'initiative d'excellence. Il y a aussi le fameux institut hospitalo-universitaire, hein, l'IHU, qui compte, vous savez très bien aussi, en plus Jacques Marescot est très bon en communication, donc ça, mais ce n'est pas que pour lui, c'est-à-dire qu'il est évident que cet IHU contribue à la notoriété de la ville. Accessoirement, il a contribué à restaurer un patrimoine remarquable, mais vous voyez, je pense que là, je veux vraiment parler du rayonnement. On est sur des rayonnements qu'on partage et pas sur des... Les gens qui trouvent que l'IHU c'est génial ou le prix Nobel c'est génial, ils connaissent rien au contenu. C'est pas ça le problème. Ça devient un élément de notoriété et de fierté dont on peut se servir, même quand on ne fait pas de métier hospitalier ou même quand on ne travaille pas sur le moustique. Bon, ça, je passe exprès. Alors, l'Europe. Laboratoire européen, je pense quand même j'avais utilisé ce terme avant que la ville l'utilise, mais je suis ravi que la ville l'ait aussi utilisé. L'université est un laboratoire européen. Laboratoire, l'étymologie, c'est pas juste un endroit où on fait des expériences, hein. Un laboratoire, ça vient du latin laborare, c'est-à-dire là où on travaille. Donc on peut dire l'université travaille à l'Europe. Et je le dis souvent, je crois réellement que l'université, et singulièrement l'université de Strasbourg, c'est un des endroits où on fabrique l'Europe. Alors, pour montrer qu'on est sur les mêmes éléments. Aujourd'hui, d'ailleurs oui, non, c'est une petite erreur de dire, mais c'est dans le rayonnement. Donc je reprends mon raisonnement, excusez-moi, ça a été un peu compliqué. Atout économique. Tout à l'heure, j'ai dit atout économique on fait des comptes. On regarde combien d'argent l'université rapporte à la ville, et ça rapporte. Mais aujourd'hui, nous avons d'ailleurs, et je remercie encore Catherine Trottmann et toute son équipe, on a été associés à l'élaboration de Strasbourg 2020, et un témoin ici. Mais aujourd'hui, quand simplement vous reprenez, c'est peut-être pas par hasard, mais quand vous reprenez les documents Europtimistes, les documents Strasbourg 2020, ECO 2020, l'université à nouveau au sens large, ce n'est pas l'université de Strasbourg qui est citée, on n'est pas beaucoup cité, tant mieux. C'est le fait universitaire, la recherche, la formation, les labos, est présenté aujourd'hui comme un des atouts de notre ville. Et je pense que c'est légitime, mais c'est intéressant. Tout le monde ne le fait pas. C'est un choix politique, mais je pense que nous, on en est très fiers, mais je pense qu'aussi c'est une bonne idée. Et d'autant plus que je ne crois pas qu'on ait grand-chose à y gagner directement, mais c'est un travail de cohérence. Donc, par exemple, là, j'ai vite extrait ça dans une des brochures. Voilà, il y a 4 domaines, je crois. Il y en a un, c'est un des 4 focus, c'est ça. Donc, on est vraiment au cœur du truc. Et j'ai relevé, par exemple, dans les documents techniques, 5 valeurs différentes. Alors, très honnêtement, si je mettais au-dessus Université de Strasbourg, là-haut, au lieu de Strasbourg ECO 2020, et que je disais l'université de Strasbourg, elle est européenne, elle est entreprenante, elle est expérimentale, elle est écologique et elle est éthique, je pense que je ne mentirais pas. On partage les mêmes valeurs. Et alors je dirais aussi qu'une partie des valeurs que l'Eurométropole s'est légitimement attribuée, elles proviennent en partie de nous. Je ne cherche pas à dire qu'on est extraordinaire ou qu'on est... Mais sur l'expérimental, sur une partie de l'entreprenante, sur une partie de l'européenne, on apporte quelque chose. Et je crois que ça, c'est intéressant. Et si vous regardez les secteurs clés qui ont été compilés et choisis par les élus, on est acteurs principaux ou accessoires, mais d'un certain nombre d'entre eux. Sur technologie médicale et thérapie nouvelle, pas besoin de vous faire un dessin. Sur mobilité innovante, même si on n'est pas... apparemment, on est quand même des acteurs. Sur le tertiaire supérieur, l'école de management, les machins, vous pouvez trouver. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas, on est cohérent, disons. Et sur l'activité créative, j'en ai pas parlé. On a un service d'action culturelle, on a une fac des arts, on forme des artistes, on forme des gestionnaires des arts. Voilà, on est aussi dans le coup pour ça. Donc, je ne dis pas que tout ça, c'est à cause et par l'université. Attention, non, je reste... Mais je pense qu'on est très cohérent et c'est ce que je voulais dire. L'université, là, peut servir de facteur d'attractivité au-delà de son champ traditionnel. Et moi, je me félicite vraiment du travail qui a été fait en commun sur ce sujet-là. Sur le laboratoire européen, alors, je vais un peu vite, mais c'est ce que je disais avant. L'université a une histoire européenne, parce que Strasbourg, capitale européenne, c'est un sujet qu'on partage. Sauf qu'on peut lui apporter
des arguments différents. Ce n'est pas juste Strasbourg, capitale européenne, parce qu'on se bat pour avoir des institutions européennes. Je pense qu'il y a aussi l'université qui peut jouer là-dedans. D'abord parce que, comme je l'ai mis, l'université, c'est un produit franco-allemand et c'est un produit rhénan. Quand il y avait le Rhin, il n'y avait pas de pays. Quand il y avait Erasme, il n'y avait pas de pays. Mais il y avait une conscience rhénane. C'est l'Europe des institutions, bien sûr, mais aussi de la région métropolitaine dans laquelle il y a 4 piliers, dont un pilier science. Et si vous ne le répétez pas aux membres des autres piliers, je pense qu'il y en a un qui fonctionne bien, c'est le pilier science. Donc on a aussi une vraie construction dans cette région métropolitaine. On a aussi le contenu de ce qu'on fait, EUCOR, le campus européen, je vais en redire un petit mot, et puis nos métiers. C'est-à-dire l'Europe, ce n'est pas juste un adjectif, je dis toujours. On aurait pu s'appeler Université européenne de Strasbourg, j'ai toujours refusé. Je pense que ça, c'est du gadget, mais on est vraiment européen. On a des laboratoires qui bossent sur l'Europe, on a des formations sur l'Europe, et on forme des Européens, je dis toujours. Erasmus, par exemple, est probablement un des facteurs de création, de consolidation de l'Europe qui est le plus important. Donc c'est pour dire, encore une fois, l'université ne revendique pas d'être l'alibi européen de Strasbourg, mais elle est certainement un des éléments qui peut contribuer à ancrer Strasbourg dans une logique européenne. Et ceci, dans un cadre rhénan. Alors ça, c'est la carte qui a été faite par les Suisses, on ne voit pas grand-chose, mais chacun des petits points, c'est une institution d'enseignement supérieur et de recherche. Donc Strasbourg, Karlsruhe, Freiburg, Mulhouse et Bâle. Et vous voyez simplement, la densité qui est là est une densité qui est quasi unique au monde, ou en tout cas en Europe. On est sur des... Si on parle d'eurométropole ici, mais ce qui est dommage juste, c'est qu'ici, vous voyez, le problème, c'est que l'Eurodistrict, il n'y a pas beaucoup de répondants académiques du côté orthogonal, mais c'est comme ça. Mais si on arrivait et c'est notre fameuse idée de campus européen, je finirai par là, cette région qui fait encore une heure et demie ou 1h15 par TER, pour nos copains parisiens, c'est la même ville. Donc je crois que c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on continue à construire. Il y a des réseaux, je pense que je vais aller un peu plus vite pour ne pas trop traîner, mais il y a du concret là-dessus, Biovalais, Eurex, etc. Donc il y a des choses qui se passent quand même. Dernier point, j'en profite, l'Europe, on a fait un peu de ramdam là-dessus, mais là je suis dans l'attractivité. C'est, voilà, grâce à l'Europe et grâce à l'université, on a eu François Hollande. Alors, on n'a pas le président de la République. Je suis bien dans le terme attractivité, là, pas seulement pour avoir François Hollande à l'université de Strasbourg qui parle de l'Europe et du franco-allemand. Vous voyez bien que le bénéfice, il n'est pas réservé à l'université de Strasbourg. On a un bénéfice global. Alors, c'est juste pour montrer que j'étais très content de discuter avec le chef. Mais c'était très sympa, ça a bien marché, c'était un moment important. Ah zut, le texte, il devait être en dessous, mais ça, bon, alors attendez. Bon, simplement, vous voyez en dessous, c'est pas grave. C'était la déclaration de François Hollande, comme ça on le voit mieux. Et il a terminé par le seul point qu'on voit, c'est le seul point important. Il a terminé par reprendre au vol, et je peux vous dire que c'était au vol, quelque chose qu'on avait présenté à ses services, mais qui n'était pas destiné à faire partie de son discours. On va faire un campus européen à Strasbourg. Il y a plein de fautes. Mais là aussi, élément d'attractivité, élément de faire parler de notre ville, faire parler aussi de notre université. Vous voyez les éléments positifs qu'on peut sortir de tout ça. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, ça c'est le petit dessin que j'avais pris dans les DN, mais c'est vrai. Vous voyez, ils ont commencé à réfléchir. C'est le caricaturiste des DN s'empare d'un truc comme ça pour dire que ça pourrait servir pour Strasbourg. Vous voyez, c'est un peu ce que j'essaye de démontrer, que c'est pas que le sujet sur lequel je ne veux pas vous embêter trop, mais je peux répondre à la question de c'est quoi le campus européen, à quoi ça sert, mais le fait d'avoir parlé du campus européen fait parler de la ville, fait parler de la région, fait parler... Voilà, on crée une dynamique encore en plus. Et je pense que ça aussi, c'est un rôle d'une université dans une ville. Et le dernier point, last but not least, c'est ça. Alors oui, Strasbourg, mon amour, c'est Strasbourg aime beaucoup de gens, mais Strasbourg aime ses étudiants. Et ça, je veux vraiment dire que c'est aussi un beau résultat d'une vraie collaboration. Parce que, c'est pas parce que les gens qui le font sont ici, je l'avais préparé avant,
Je ne savais pas qu'il viendrait, mais je crois que c'est très important parce que la démarche n'était pas évidente. Mais c'est aussi, je pense, le témoignage que ce que je dis là, vous le savez, vous l'êtes approprié. Strasbourg aime ses étudiants, ce n'est pas l'université qui parle, c'est la ville qui dit « j'aime mes étudiants ». Je veux les accueillir, mais je veux aussi dire à l'extérieur que je les aime et que je suis une ville dynamique, universitaire. Bon, vous allez me dire si je n'ai pas compris le message, mais je pense que c'est ça. Et d'une part, c'est bon pour nos étudiants parce que ça leur donne un cadre de vie supplémentaire, des animations, des visites, des tas de choses. Mais c'est aussi affirmer, je crois, collectivement, l'importance de l'université dans la ville et l'importance de cette image que ça peut projeter. Qui dans certains cas, il y a des gens, c'est pas dur, c'est une image négative, les étudiants ils sont tous beurrés, ils font du bruit rue des Frères, voilà, enfin, des trucs comme ça. Mais non, je pense que là aussi, je ne peux qu'applaudir au fait que la ville ait choisi de dire j'aime mes étudiants, j'espère que les étudiants lui rendent bien. En tout cas, je pourrais vous dire en conclusion que l'université aime sa ville comme Strasbourg aime ses étudiants. En tout cas, je vous remercie et puis je suis prêt donc à répondre à vos questions. Et l'Eurométropole aime son université. Oui. Et je rappelle quand j'ai dit ville, juste pour simplifier. Hein. Non, mais ah oui. Voilà. Non, mais je voulais dire l'Eurométropole, l'institution, hein, pas que le territoire. Merci Alain. Donc, Sandrine, pour lancer les questions. Vous nous avez bien montré l'ancrage local, l'impact sur la ville, l'impact aussi des relations avec les universités allemandes proches, la reconnaissance internationale de l'université de Strasbourg. On passe après-demain dans une grande région. Quels sont les liens, quels sont les impacts éventuels de cette grande région sur vos relations avec les universités qui seront nos partenaires de cette grande région, s'ils n'existent pas déjà maintenant? C'est une bonne question. Non, alors les relations sont paradoxalement pas énormes, même avec la Lorraine, pour des raisons que j'explique pas, c'est pas volontaire, mais bon, les relations sont classiques, mais pas spécifiquement plus fortes qu'avec d'autres. Alors, il y a plusieurs points pour essayer de répondre à votre question. Déjà, il est hors de question, parce qu'on me l'a tout de suite demandé, est-ce que vous allez fusionner avec la Lorraine? La réponse est non, parce qu'il y a quand même une masse critique. On n'est pas là pour faire des mammouths, je l'ai dit, on est déjà trop gros. Il y a une masse critique et un aspect géographique. Si je compare au Bade-Wurtemberg, ils ont 5 universités de rang mondial et ça marche très bien. Donc il n'y a aucune raison de ne pas continuer dans la cartographie des universités qui est celle actuelle. Donc ça c'est un point, même si... sur les relations, je crois qu'il faut construire... on a dit, alors c'est plus au niveau régional, mais moi on a des industriels qui nous aident beaucoup, qui nous aident à la fondation, des choses, je ne vais pas parler de la fondation, je ne vais pas tout parler de tout, hein. Mais par exemple, Henri Lachmann, que certains d'entre vous connaissent, qui a été président des Forges de Strasbourg, quand ça s'appelait, je crois, encore les Forges de Strasbourg, avant d'être président de Schneider, et nous aime beaucoup et préside le comité de campagne de notre fondation. Et il a toujours dit, y compris devant les élus, il n'y a que 2 trucs importants en Alsace, l'université et la bouffe. Alors quand il dit la bouffe, vous n'avez jamais entendu, enfin, si vous ne le connaissez pas, c'est quelqu'un qui a son franc-parler, il veut dire le tourisme, voilà, la gastronomie, enfin tout ça. Alors c'est évidemment exagéré, mais je crois que c'est un point de vue qui n'est pas toujours partagé par tout le monde. C'est un atout de notre région, je dis exprès région pour ne pas me concentrer juste sur, mais c'est d'autant plus peut-être vrai pour la ville, c'est l'université. Alors moi ce que je veux, pour répondre à votre question, je pense que la grande région, quand vous regardez bien, ça peut être un de ses atouts majeurs aussi, c'est cette dorsale universitaire, Reims. Il y a 2 grosses universités, Lorraine et Strasbourg. Reims, qui est une université moyenne, Mulhouse, qui est quand même nettement plus petit, et puis l'université technologique, non, pardon, il y a l'université technologique de Troyes également. Alors, l'idée, c'est moi, je pense qu'on va se voir entre tous les présidents le mois prochain. L'idée, c'est de voir
de discuter, donc on n'a pas de plan, je vous dirais. Mais moi, je pense qu'une sorte de dorsale universitaire sur un certain nombre d'aspects serait très importante, et en particulier qui exploite ou qui tiennent compte, qui prennent avantage des spécificités, des avantages de cette grande région. Entre autres, je rappelle que cette grande région, c'est toute la frontière franco-allemande. Quand vous regardez une carte de la France et de l'Allemagne, et que d'ailleurs c'est très rigolo quand vous enlevez les autres pays, il y a une sorte d'isthme, et cet isthme, c'est l'Alsace et la Lorraine. La frontière entre la France, après, ça serait élargi, l'Allemagne au-dessus, ça serait élargi, mais cet isthme, c'est la frontière entre l'Allemagne et l'Alsace et la Lorraine. Alors, je crois qu'il faut qu'on exploite ça dans la grande région. Donc les stratégies qu'on a mises en place avec le campus européen, on doit les mettre. Elles existent déjà aussi, mais à une échelle, à une ambition plus faible entre l'université de Lorraine et l'université de Sarre. Et donc, il faudrait probablement les développer. On est aussi, en fait, à chaque extrémité de cette grande région, il y a du trinational. Trinational franco-allemand, germano-suisse chez nous, et le trinational, quelquefois même quadrinational avec Luxembourg, Allemagne, Belgique et France de l'autre côté. Donc ça, on est clairement, je crois que cette grande région se tourne vers l'Est autant que vers Paris, me semblerait intéressant. Alors le problème, c'est que Reims, c'est la banlieue de Paris. Mais voilà, c'est ça que je dirais. Mais en même temps, c'est pas... Pour cette raison que la masse critique, on l'a déjà et qu'il n'est pas de question de fusionner, la question aussi très clairement qu'aujourd'hui, et j'espère pour longtemps encore, les régions n'ont pas de rôle directeur sur les universités, et je pense que c'est une bonne chose. En cas, en France, on n'en a pas la maturité comme en Allemagne. Je rappelle qu'en Allemagne, c'est les Länder qui sont le ministre de l'Éducation qui gère l'université. Il est à Stuttgart pour nos collègues de Fribourg et de Karlsruhe. C'est pas Berlin. Hein. Berlin gère la recherche fédérale, mais pas les universités. Il y a très peu d'argent fédéral dans les universités. Donc ça peut marcher. Mais il faut avoir une certaine maturité de décentralisation. Ce n'est pas le fort de notre administration française pour le moment. Mais donc, moi, je dirais, j'ai pas peur. Pour nous, après, il y a des questions très pratiques qui pourront se poser. Il faudra aussi une grande maturité des institutions. Je pense par exemple au contrat de projet État-région. Est-ce qu'on sera capable d'être pas uniquement sur une logique de répartition, on fait comme avant, chacun s'occupe de son ancienne région, mais être capable de faire des efforts de solidarité en ayant des déséquilibres, par exemple dans le CPER, dans certains cas pour l'université, pourquoi pas plus à Strasbourg, je le dis comme je le pense, mais dans d'autres cas où la grande région mettra plus d'argent, à Reims, mettons, parce qu'il y a un objet plus particulièrement important là-bas. Là, on pourrait être un petit peu inquiet, attentif en tout cas, à veiller à ce qu'on sorte par le haut de cette situation et pas juste dans une logique... comme on a vu trop en Alsace, je le dis clairement, de petites principautés, chacun essaye de récupérer pour lui. Je ne sais pas si j'ai répondu totalement à votre question. Mais wait and see quand même. On a beaucoup parlé il y a quelques années de la place de l'université de Alsace. Oui. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, très bonne question. Donc, l'université... Déjà, je reviens sur la cartographie, juste pour vous expliquer la différence. C'est intéressant. L'université de Haute-Alsace a 7600 étudiants, quelque chose comme ça actuellement. Plutôt, je m'en réjouis pas, hein. Vraiment, je suis absolument pas dans une logique de concurrence, mais c'est pour histoire naturelle. Plutôt en stagnation. Nous avons pris 3,5% d'étudiants en plus cette année. Et je ne suis pas forcément heureux parce que je ne sais pas très... Oui, nous ne sommes pas un commerce qui augmente son chiffre d'affaires. C'est-à-dire d'avoir 3,5% d'étudiants en plus, c'est aussi un défi pour avoir les ressources pour les accueillir. Bon, c'est une parenthèse. Donc déjà, une grosse différence de taille. Une grosse différence aussi de composition académique. L'Université de Haute-Alsace, c'est plus de la moitié des étudiants dans les disciplines technologiques, des IUT, des écoles d'ingénieurs. Et l'autre moitié, plus récente d'ailleurs, dans les sciences humaines et sociales, le droit, la littérature, etc., de création plus récente. Et il n'y a pas de santé. C'est juste pour vous. Donc, vous voyez, c'est des choses un petit peu différentes.
Donc aujourd'hui, l'Université de Haute-Alsace est associée à l'Université de Strasbourg. Clairement, ils n'ont pas souhaité fusionner. L'association veut dire qu'ils conservent l'ensemble de leurs prérogatives, leur souveraineté politique, leur souveraineté budgétaire. Mais aujourd'hui, on a développé le plus possible de partenariats qu'on peut. Et par exemple, notre initiative d'excellence que nous avons décrochée tout seuls, sans eux, aujourd'hui, nous leur avons ouvert un certain nombre de crédits. Voilà, il y a des actions qui suivent. La vraie question, elle est, je pense, politique. Et on a un expert des affaires mulhousiennes ici. Et elle n'est pas que je pense que nous sommes au cœur d'un problème qui dépasse l'université. Qui n'est pas que... On a donc ici, je crois qu'il y a aussi une volonté métropolitaine Strasbourg-Mulhouse, et que les universités, les deux universités pourraient être un acteur de cet axe métropolitain Strasbourg-Mulhouse. Mais pour ça, je vais être très clair, il faut abandonner une vision corporatiste ou conservatrice ou défensive que certains collègues ou certains Mulhousiens développent, et pas forcément ceux qu'on croit. C'est souvent les milieux industriels ou les milieux des affaires qui sont encore extrêmement défensifs. Je peux témoigner que les milieux politiques étaient extrêmement offensifs sur l'idée d'un rapprochement plus fort que ce qu'il est actuellement de l'Université de Haute-Alsace et l'Université de Strasbourg, y compris, je pense que ni le maire actuel ni Jean-Marie Bockel n'étaient contre le fait que l'ensemble se présente sous le nom Université de Strasbourg. Comme tu pourras dire, Pierre, mais c'est du point de vue identitaire, à condition qu'on conserve plutôt une activité à Mulhouse. Et le fait aussi de pouvoir, que les Mulhousiens puissent dire j'ai 3 prix Nobel en activité, n'est peut-être pas complètement idiot. Donc on en est là, on en est dans une situation qui n'est pas sans rappeler la situation alsacienne générale. Nous, la porte est vraiment ouverte, on travaille de plus en plus avec eux, je crois, mais il y a encore beaucoup de petites difficultés qui devront se régler, je crois, surtout dans l'intérêt de mes amis mulhousiens, parce que les principaux bénéficiaires d'un rapprochement, ça sera l'Université de Haute-Alsace, y compris dans cette grande région qui va arriver. Je m'autorise une mise en relation des deux questions. Oui. Parce que je pense que la grande région aura peut-être plus d'impact sur le positionnement de l'UHA que sur le positionnement, ça a été expliqué, de Strasbourg, qui rayonne à d'autres échelles, rhénanes et européennes. Je pense que dans une grande région, il y aura aussi une dimension compétition. Oui. Pour l'instant, on est plus dans une dimension face à face, pas équilibrée, mais avec deux universités, une du Sud d'Alsace et une de Strasbourg. Dans un environnement plus concurrentiel avec des universités, même Reims, qui est beaucoup plus importante que celle de Mulhouse, avec le pôle Metz-Nancy, y compris dans des échéances de négociation de contrats de plan, je pense que si l'université de l'UHA se présente toute seule, elle va avoir du mal. Oui. Et je pense qu'elle aurait tout intérêt, et je suis persuadé que c'est ce qui va arriver, à s'abriter sous l'aile protectrice et bienveillante, ça a été rappelé, de l'Université de Strasbourg. Tout à fait, je pense que... Mais bon, la notion de concurrence, elle est réelle, mais elle n'est pas non plus catastrophique. Mais je pense qu'il y a un vrai sujet de fond aussi, qui dépasse Mulhouse, c'est les petites universités en France, qu'est-ce qu'elles vont devenir ? Il y a Pau, il y a Perpignan, enfin il y a la Savoie, il y a plein d'universités de ce type-là. Et il n'y a que 2 grandes solutions. Et là, bon, c'est un peu spécial. Soit, je pense que la proximité est nécessaire, mais parce qu'il y a un service de proximité pour une agglomération. En même temps, si vous voulez avoir tous les enseignements à moins de 30 km de chez vous, c'est un peu comme la carte hospitalière. Il y a un moment, je pense qu'on ne peut pas se le payer. Et le problème de Mulhouse est de définir ça. C'est pas Mulhouse, là, c'est ce type d'université, donc je n'ai aucune espèce de suspicion sur mes collègues là. Mais il n'y a que 2 grandes solutions. Ils maintiennent une activité universitaire de plein exercice, ce que j'appelle le plein exercice, c'est-à-dire ils font la licence, le master et le doctorat, c'est-à-dire nos vrais métiers. Et ça, alors là, il faut se reconcentrer sur quelques objectifs. Vous ne pouvez pas être généraliste à Mulhouse, je crois, en gros, ça c'est mon opinion. Donc il faut se spécialiser. Et par exemple, ils sont très bons dans les technologies.
En tout cas, ils sont bons. Ils ne sont pas meilleurs qu'à Strasbourg, quand même. Ils sont bons. Ou alors, autre solution, et pas forcément à rejeter, vous faites ce qui s'appelle les collèges universitaires. Aux États-Unis, ça marche très bien. C'est-à-dire vous faites le tremplin pour les grandes universités, vous faites les premiers cycles, vous faites le tremplin, la formation de base, et après, les étudiants, ils vont dans une autre université, pas nécessairement Strasbourg, pour faire leur master. Moi, je ne suis pas forcément enthousiaste de cette deuxième solution, mais ça peut aussi être un élément intelligent de réseautage. En tout cas, il faudrait commencer à en parler d'une des deux solutions et pas rester sur un statu quo qui, en particulier dans les situations budgétaires actuelles des universités, n'est certainement pas sain. Parce que je rappelle, bon, on n'a pas trop à se plaindre par rapport à d'autres administrations, mais vous l'avez vu dans la presse, enfin, on est quand même dans des situations budgétaires extrêmement tendues où nous gelons des postes de fonctionnaires. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que moi, je pourrais recruter au moins une vingtaine de profs de plus cette année que ce que je fais. C'est pas réjouissant dans une disons, une société, enfin, un milieu universitaire qui est très jaloux de ses prérogatives, qui est très rigide, en fait. On asparaît comme progressiste, on est quelquefois très rigide. Donc voilà, la situation mérite aussi qu'on se tienne un peu les coudes. Nicolas. C'est comme ça. Est-ce qu'on n'est pas, quand on prend le gel des postes, le budget, je crois que le budget de l'université n'a pas été mentionné, mais est quand même pas loin d'être équivalent de celui de notre... 460 millions à peu près, sans celui des organismes. On doit être à pas loin de 600 millions si on consolide. On n'a pas de raison de le consolider nous, mais je veux dire, si on regarde, puisque les activités sont... Donc ça veut dire l'activité de l'université, sans compter les services aux étudiants, le CRUS, etc., c'est plus proche de 600 millions d'euros annuels que... Voilà, c'est à peu près ça, l'ordre de grandeur. Et est-ce qu'on n'est pas en train d'arriver à la limite de l'exercice où les droits d'inscription dans les universités françaises vont rester encore longtemps relativement limités, puisque j'imagine qu'augmenter les frais d'inscription réglerait aussi la question du nombre d'étudiants qui est grandissant à Strasbourg, et qui est un modèle qui est quand même assez intéressant si on prend le Canada, en termes d'apport financier qu'il apporte à l'économie globale. Bon, c'est un sujet très complexe, je vais l'égratigner là, mais on peut en reparler après, parce que c'est vraiment un sujet compliqué qu'il ne faut pas trop accélérer, mais je ne voudrais pas prendre plus de 2-3 minutes. Il y a deux problèmes. Le problème de ce que la société met dans l'université, globalement, c'est-à-dire de la fraction du PIB qu'un pays met dans son université. Et la France n'est pas exemplaire, on est à la moyenne de l'OCDE. Alors c'est pas mal, mais ça dépend, ça c'est de la politique au sens le plus noble, combien la France veut mettre dans ses universités. On est à 2, alors j'ai pas la mémoire des chiffres, je crois que c'est 2,2 ou 2,3% du PIB. Dans le nord de l'Europe, on est plus à 2,7, 2,8. En Amérique du Nord, on dépasse, Canada, États-Unis, on dépasse les 3%. Et en Corée du Sud, c'est 3,5%. Donc ça, mais c'est l'effort global de la nation. C'est pas la subvention. Les modèles d'ailleurs économiques de tous ces pays sont très différents. Donc déjà, il faudrait que la France mette un peu plus. Et c'est vrai que c'est plutôt au privé de mettre un peu plus d'argent dans ses universités qu'au public, qui fait déjà des beaux efforts. Les droits d'inscription, c'est pas la baguette magique, mais c'est intéressant. Mais on a vu, en Allemagne, ils l'ont fait, ils sont revenus en arrière. En Angleterre, ils l'ont fait, ils ont un système très complexe de prêts remboursables sur le salaire, qui est une bonne idée, mais c'est une vraie usine à gaz. C'est-à-dire, en fait, en Angleterre, vous payez les droits d'inscription, mais en fait, vous faites un prêt à taux d'ailleurs très avantageux, et vous remboursez avec des plafonds sur vos salaires. C'est-à-dire, vous devez de l'argent à l'État, et sur vos premiers salaires, vous commencez à rendre. C'est bien tant qu'il n'y a pas une vraie bulle financière là-dessus. Aux États-Unis, la bulle financière de la dette étudiante, Obama l'a cité dans un de ses premiers discours de l'État de l'Union, et c'est une vraie bulle comme la bulle Internet. Ça peut péter à la gueule de l'économie américaine. L'encours de la dette étudiante aux États-Unis est supérieur à l'encours des cartes de crédit. Alors,
carte de crédit, là-bas, c'est les vraies cartes de crédit. Vous savez, quand vous payez à tempérament, c'est-à-dire vous payez avec votre carte, vous n'avez pas l'argent. Et puis vous êtes, c'est des cartes, comment ça s'appelle en France, où vous payez 12% d'intérêt, là, etc. Un revolving, voilà. Mais aux États-Unis, c'est très très courant. Alors qu'en France, c'est moins. Il y a plus d'argent, il y a plus d'endettement sur l'université que sur le crédit revolving aux États-Unis. Donc ça, c'est une vraie bulle financière. Donc attention aussi aux effets. Il faut dépenser l'argent qu'on a. Je ne suis pas économiste, hein, mais je suis un peu réaliste. Alors ensuite, un système de droit d'inscription, il doit avoir une certaine justice sociale. Aujourd'hui, en fait, et là où on a peut-être des pistes, notre système d'inscription, il n'est pas très juste en ce moment aujourd'hui, parce que finalement, on a un système de bourse pour les bas revenus qui est bon, qui est globalement bon, sauf qu'il n'est pas très étendu. Mais les gens qui ont la bourse sont bien soutenus. Les classes moyennes sont totalement dans la difficulté parce qu'elles n'ont plus la bourse. Et envoyer 1, 2, 3 gamins en même temps, parce que c'est souvent en même temps à l'université, surtout si c'est pas dans sa propre, s'ils n'habitent plus à la maison, ce qui est quand même souvent le cas, c'est quand même très cher. Et là, il n'y a pas d'aide. Donc là, et puis, il y a la fameuse demi-part fiscale. Vous le savez, donc déduction des impôts. Ça, c'est particulièrement non social, puisque plus vous payez d'impôts, plus vous y gagnez. Donc ça veut dire que les gens qui ont le plus de mal, qui payent le moins d'impôts, parce qu'ils sont un peu limites, eh bien, ils ont la demi-part fiscale, alors ça n'a pas à grand-chose. Donc un des projets qui avait été sorti, mais je ne sais pas où ça en est, je ne suis pas économiste, encore une fois, c'était à coût constant, on arrête la demi-part fiscale. Donc, évidemment, c'est les ménages aisés qui vont râler, mais ils peuvent se le permettre. Et l'État reconsacre la même somme, puisque c'est une dépense pour l'État, la demi-part fiscale. Cette dépense-là, on la consacre à des bourses plus étendues pour une population plus grande d'étudiants, et en même temps, on augmente les droits d'inscription. Donc, ça veut dire que plus d'étudiants ne payeront pas de droits d'inscription qu'avant, y compris ces droits chers. Et puis, on peut faire aussi des taux progressifs, des choses comme ça. Donc, on reporte l'effort sur ceux qui peuvent le faire. C'est très théorique. Après, il y a la vérité des prix en termes d'économie. Et puis, derrière, excusez-moi, on a l'habitude. Quand j'ai commencé mon mandat, j'avais 4 mois d'occupation des locaux. Heureusement qu'il y a eu le sommet de l'OTAN, comme ça, on a viré tout le monde. Non, mais je veux dire, si on met sur chantier les droits d'inscription, il y aura un débat public extrêmement fort, pour ne pas dire peut-être violent. Il y aura à juste titre ou pas à juste titre, mais ça va être un débat très fort. Ce n'est pas un sujet innocent. Et donc faire passer une réforme des droits d'inscription, c'est pas facile pour toutes ces raisons-là. Mais je pense qu'elle doit être, si je peux résumer, elle doit être à la fois socialement juste. Un droit d'inscription qui accroîtrait les inégalités, c'est à rejeter. Elle doit être aussi économiquement viable, ce dont je ne suis pas sûr. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, augmenter les droits d'inscription pourrait résoudre une grande partie, si je raisonne en pur comptable. Aujourd'hui, je rappelle que les études ne sont pas gratuites, mais ce qui est cher dans les études en France, c'est pas les droits d'inscription, c'est tout le reste. Dans les 250 € en licence, ça dépend ce que vous prenez comme mutuelle, etc., et dans les 300 en master, par an, pas par semestre. Ça fait quand même, mes collègues d'autres pays, ça les fait sourire. Mais il y a tous les systèmes. Vous savez, il y a le système dans les pays scandinaves, il n'y a pas de droit d'inscription et il y a énormément de boursiers. Beaucoup plus que chez nous. Et en Corée, je reprenais l'autre exemple, il y a des droits d'inscription phénoménaux, il n'y a pas de bourse. Donc, tous les systèmes, je veux dire, mais c'est possible d'avoir un système comme dans les pays scandinaves, c'est aussi une volonté politique, avec gratuité de l'université et des aides beaucoup plus substantielles qu'en France. Ensuite, il y a aussi l'accès libre avec le bac. Ça, c'est un autre sujet, si on parle de sujets qui fâchent. Et moi, je ne suis pas pour la sélection, je le dis, je le répète, je l'amplifie, mais parce que sélectionner sur des critères de lycée, c'est pas rendre service à une jeunesse, mais ce n'est pas une raison pour se satisfaire d'une entrée libre. Venez, il y a de la lumière. Voilà. Et c'est ça, on a un vrai problème dont je n'ai pas forcément la solution. Mais aujourd'hui, on serait plus efficace si on avait des étudiants mieux préparés, plus motivés dans nos différentes filières. Ça ne veut pas dire sélectionner. C'est vrai que c'était la question que je voulais poser, pour ce qui me concerne. Comment lutter contre ce taux d'échec et ce gâchis
qui amène des étudiants à former un projet. Je pense que beaucoup ont quand même envie d'aller au bout, et à échouer, quelquefois à échouer sans même se présenter aux examens, Oui. parce qu'il y a des erreurs d'orientation, parce qu'ils n'ont pas su anticiper ce qu'est la vie universitaire, parce qu'il y a peut-être aussi des problèmes économiques pour certains. J'entendais, je crois, sur France Info, le témoignage ce matin d'une étudiante qui disait qu'à Paris, elle avait eu beaucoup de mal pour se loger et qu'elle a mis beaucoup plus de temps à réussir ses études de ce fait parce qu'elle a dû travailler. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la performance sociale? Ce n'est pas simplement la performance économique, mais la performance sociale de l'université et des étudiants. Alors, c'est une grosse question que là, celle-là, on essaie de la traiter. Une de nos analyses, mais de toute façon, c'est un phénomène à facteurs multiples. Mais une de nos analyses, c'est de dire qu'un des gros problèmes, tu as cité le mot, c'est l'orientation. On a un système de lycée qui est de grande qualité, mais il y a une telle césure entre le lycée et l'université, un tel changement sociologique, un tel changement de contenu, de méthode pédagogique, ça n'a rien à voir, qu'on a un vrai problème d'orientation, dans tous les sens du terme. Alors, orientation par l'image, on sort des journées portes ouvertes samedi dernier, grand succès, ça a super bien marché, et on voit à quel point le contact personnel est important. Les gens viennent, discutent avec les étudiants, discutent avec les profs, voient les lieux, et ça peut contribuer à une qualité d'orientation. Mais l'orientation, le jargon, on parle souvent de bac-3, bac+3. Ça veut dire, au fond, l'orientation, ça doit commencer en seconde. Mais ce n'est pas l'orientation sélective, ce n'est pas l'orientation couperet, c'est l'orientation directive. L'orientation qui vous montre, qui vous explique, qui vous oriente, qui vous motive. L'orientation, ce n'est pas sélection. Mais c'est se mettre devant ses envies, voir si on en a les moyens, se motiver ou se démotiver, et donc arriver à l'université avec des idées nettement mieux construites qu'aujourd'hui. Excusez-moi, quand, par exemple, les échecs en médecine vont faire droit, vous ne me direz pas que c'est de la vocation. Il y avait une des deux qui n'était pas de la vocation. Ou alors, c'est le niveau social qu'on recherche. C'est-à-dire le fantasme. C'est la même chose d'ailleurs, les gens qui vont... Aujourd'hui, les IUT qui sont des endroits remarquables, où le travail... Et c'est tellement remarquable que c'est pris d'assaut. Et c'est pris d'assaut... comme une prépa, plus de 80% de nos étudiants en IUT continuent. Et c'est tant mieux pour eux, parce qu'ils sont très bien formés en IUT, et ils font des très bons étudiants après de licence ou de master. Mais sauf que les IUT, ils n'ont pas été faits pour ça. Donc on voit que les systèmes peuvent être pervertis, parce qu'on a besoin aussi de Bac+2, et il y a des jeunes qui n'auront peut-être pas un niveau exceptionnel, qui seraient très heureux de s'éclater justement en IUT, avec en plus la très belle qualité pédagogique qu'il y a dans les IUT. Il n'y a pas besoin d'avoir un bac S avec mention quand même. Et ce n'est pas péjoratif que de dire ça. Donc on a un problème d'orientation, c'est vrai, d'explication. Ça prend plus de temps. On n'a pas les moyens humains aussi pour le faire, je crois qu'il faut le dire. Et puis dans les lycées, il y a aussi des images. Ça aussi, ça a changé. Je vous parle beaucoup d'images de l'université. Il y a beaucoup de parents dans la salle, moi aussi. On voit bien l'image que les parents et que les enseignants projettent de l'université. Pas toujours, quand on conseille un gamin un peu brillant ou au contraire pas brillant, on conseille pour son avenir, c'est plus souvent évite l'université que vas-y. C'est comme ça. Et nous, on n'a pas le monopole, mais je pense que il y a un biais en France de conseiller des filières qui ne sont pas forcément bonnes pour les gamins. Les grandes écoles, les prépas, c'est très bien. Je veux dire, moi, je ne joue pas la bagarre. C'est complètement aberrant. Mais je pense qu'on a un surrecrutement dans ces filières sur des aspects purement sociologiques ou d'image ou de fantasme, mais pas sur les contenus. C'est très bien les grandes écoles pour certains jeunes, mais ce n'est pas le Graal absolu. Mais vous demandez à un prof de terminale en maths où est-ce qu'il a l'ambition de placer ses gamins, il dira en prépa polytechnique, à Kléber. Voilà. C'est pas vrai, c'est pas ça forcément. Il peut peut-être aller faire de la chimie. Hein. C'est bien aussi la chimie. Non mais ça, donc ça c'est des images sociologiques qu'il faut. Alors cependant, on revient à l'idée de l'échec et de. Alors une partie des échecs, c'est aussi le boulot d'orientation qu'on fait, parce que finalement un échec, une réorientation après une première année de licence loupée,
Est-ce que c'est un échec du système? Si derrière, vous avez un jeune qui a échappé, par exemple, à l'emploi, il y a quelques exemples un peu folkloriques, mais l'avenir décidé par les parents, mon fils, tu feras école d'ingénieur, c'est absolument indispensable, vas-y, vas-y. Le gamin survit à la prépa, fait la première année d'école, se rend compte que ça ne lui plaît pas du tout, et change. C'est pas un échec. Il a trouvé ce qu'il voulait. Et c'est l'inverse quelquefois chez nous aussi. Il commence à faire justement des maths, ça ne lui plaît pas, et il va faire de la littérature. C'est pas un échec. C'était pour des tas de raisons qui sont très individuelles, c'était pas le bon choix. Donc, mais là, on a un vrai travail. Alors, on a une vice-présidente qui s'occupe que de ça, qui s'occupe de réussite étudiante. Donc on essaye de prendre le problème à bras-le-corps, parce que c'est notre responsabilité, parce qu'on est un service public. Ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question de service à une jeunesse. On est ravis d'avoir des étudiants, ils ne sont pas là pour être étudiants professionnels. Donc il faut aussi qu'ils vivent leur vie après. Et puis c'est de l'argent public. Si on peut un peu optimiser la dépense d'argent public, moi je ne suis pas mécontent, je suis aussi contribuable. Donc comment on peut faire pour améliorer la réussite des jeunes? C'est bien pour eux, c'est bien pour nous, tout le monde y gagne. Ça, je vous ai tenu un discours très théorique là-dessus. Ensuite, comment on fait main dans le cambouis, c'est pas si évident que ça. Mais on avance. Je crois qu'on progresse dans ce domaine-là. Et c'est une vraie responsabilité. Il faut simplement arrêter de montrer du doigt une université caricaturée comme une sorte de, comment dire, d'endroit où on va pas en cours, on va pas aux examens, et qui sert à... Bon, bien sûr, il y a aussi des étudiants qui viennent pour la Sécu. C'est pas cher, mais c'est quand même une minorité. La plupart de nos étudiants, ils ont envie de bosser. Et puis pour des tas de raisons, éventuellement, ils vont peut-être pas aller aux examens quand même parce qu'il y a un souci. Mais quand même, au départ, on a des gamins. Franchement, la jeunesse d'aujourd'hui, elle est géniale. Elle a des conditions difficiles, mais ils sont bons. Donc, je pense que la plupart de mes collègues ont quand même la faiblesse d'aimer leurs étudiants. Donc, a priori, on va tout faire pour avancer dans ce domaine-là. Mais c'est pas facile.